Pas toujours frustré quand j'ai étudié l'économie et j'ai toujours l'impression de ne pas avoir compris. Il y a trop de contradictions, trop de choses qui m'échappent encore et plus j'en connais, plus j'ai l'impression de prendre, conscience de l'étendue de mon ignorance. Et il y a quand même des grandes différences entre les scolastiques de l'époque de saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, et ceux de la fin de l'école de Salamanque, on est déjà au XVIe siècle, et réfléchissent déjà, sur les conséquences de l'afflux d'or du Nouveau Monde, et cetera. C'est en résonance avec Bitcoin. Bitcoin m'a forcé à réfléchir sur les questions de la quantité de monnaie, la politique monétaire optimale, la nature profonde de la monnaie. C'est ce que je trouve de plus stimulant dans Bitcoin. Pour mon aspect geek de la pensée économique, c'est vraiment que ça fait ressurgir des réflexions qu'on avait donc à l'époque des scolastiques. C'est désespérant aujourd'hui d'écouter un débat d'économistes. Je pense qu'on peut facilement en ressortir avec l'impression d'avoir rien compris. Moi, j'aime bien dire à mes étudiants, c'est pas que le prix des choses augmente, c'est que la valeur de la monnaie baisse. C'est pas la même chose. C'est un peu ce que je reproche aux libertariens, c'est de vivre un peu dans un monde parallèle. Qu'est-ce qu'ils pratiquent réellement eux dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils considèrent comme tolérable, pas tolérable quand il s'agit de leurs voisins, de leur famille et autres? Quand je vois par exemple Schumpeter qui dit, je dis pas que Bastia était un mauvais théoricien, je dis juste que c'était pas un théoricien. Je suis forcé de dire que peut-être qu'on n'a pas lu le même Bastia, je sais pas. Du Bastia, pour moi, c'est comme du Hayek, vraiment, il faut vraiment arriver à l'encaisser. Énormément de désaccords et de mécompréhensions en économie viennent de ce qu'on a mal défini la valeur. Sur cette simple mésentente de langage, il y a énormément d'erreurs qui sont fondées. Je souhaite que Bitcoin réussisse, vraiment je le souhaite de tout mon cœur, mais franchement, quand j'ai un peu d'argent à placer, j'en place un peu en or pour pas enterrer trop vite un système qui a fonctionné plus ou moins bien, mais enfin en tout cas qui bénéficie d'une reconnaissance depuis des millénaires. Eh ben salut Pierre, Salut Ulrich. ça va? Ouais, bah écoute, ça va bien, à la maison, tranquille, il fait moche dehors, donc on ferme les volets, voilà. Exactement, autant rester à la maison pour, s'enregistrer un petit épisode de podcast ensemble et je suis content de t'avoir avec moi parce que, bon, tu es quelqu'un qui est assez ouais, qui est connu quand même dans le milieu des bitcoiners. Tu es déjà intervenu quelques fois sur plusieurs émissions. Tu es quelqu'un qui est extrêmement calé en économie aussi, hein. De toute façon, c'est ton taf, hein. C'est un plaisir pour moi de te recevoir parce que j'ai envie un peu de fouiller dans ton cerveau, te poser plein de questions. Qu'on explore un peu de différentes choses, que ce soit, la monnaie, la théorie de la valeur, on va parler aussi d'IA, mais aussi pourquoi pas d'histoire, de la pensée économique. Il y a plein de choses qui me viennent en tête et je pense que ça va être un épisode qui va être assez sympa. Avant d'ailleurs qu'on plonge dans tous ces sujets-là, est-ce que tu peux vite fait te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas? Bah écoute, je m'appelle Pierre Schweitzer, j'ai 40 ans, j'enseigne l'économie, alors maintenant j'ai de moins en moins d'enseignements et à côté de ça, j'ai une activité libérale, essentiellement finalement dans la rédaction d'articles, de journaux ou d'articles d'économie, de recherche, pour, des think tanks. Alors en particulier pour, l'IREF puisque là je suis, chercheur associé à l'IREF et que récemment j'ai publié par exemple une étude assez fouillée sur les agences et autres opérateurs de l'État. Donc tu vois, j'ai une activité assez diverse, mais globalement, ça s'articule autour de l'écriture et plus particulièrement des thématiques, économiques. Voilà. D'accord, OK, très bien, super. Alors du coup, ton dernier papier sur les agences de l'État, c'est le sujet, c'était, Ben en fait, alors c'est parti d'un questionnement tout bête. Tu sais, j'entends toujours parler à la télé, comme tout le monde, hein, d'observatoires de ceci, de haut commissariat à Mmh. cela, d'agences de, maîtrise de je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, Et je me suis demandé: «Mais il y en a combien des machins comme ça?» parce qu'il me semblait bien réentendre chaque fois des thèmes qui revenaient, mais avec des variantes différentes. Et ouais. donc, tu vois, j'ai commencé à chercher un petit peu, combien il y en a et c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et ça a été fini. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas de liste, complète. Même quand on finit par trouver des listes, on se rend compte qu'en réalité, ça n'est qu'une catégorie parmi d'autres et bref, selon mon décompte, un petit peu comme l'avait fait l'IGF, à l'époque, l'Inspection générale des finances, on tombe à quelques 1 200 agences, mais en réalité, on pourrait, creuser encore et bah, du coup, je me suis amusé à chercher les redondances, quelles sont celles qui coûtaient le plus, quelles étaient les aberrations qu'on avait, enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Mmh. Ah, faudrait que j'aille lire ça parce que c'est vrai qu'en effet pour des thématiques très particulières, tu peux avoir jusqu'à 4-5 agences gouvernementales, publiques Ouais, qui travaillent parfois plus, hein, je ouais, prends ouais, des trucs comme la Fondata, ouais. Mmh. locale, voilà et pour ne parler que des trucs publics après, bien sûr, il y a du boulot qui est déjà fait de leur côté par du privé, des fédérations professionnelles ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait, Donc ouais. c'est un foutoir sans nom.
voilà. Ouais. On en parlera peut-être un peu plus tard dans la vidéo, qui sait? Alors juste avant, le 1er sujet que je vais te lancer parce que là, tu vois, on enregistre l'épisode, on est le mercredi 29 octobre. Moi, hier, j'étais à Paris toute la journée, avec Alexandre de How to Bitcoin et Damien Tellier, parce que j'enregistrais un cours, pour Plan B Network, hein. Un cours sur, en fait, sur les principes fondamentaux de l'école, autrichienne d'économie et on a passé, je pense 5-6 heures à enregistrer les vidéos. On a une vingtaine de vidéos au total, tout un cours qui est assez dense, mine de rien, sur ce sujet, très précis et je sais que toi aussi, Ouais, enfin, travail. tu Moi, travailles plus justement généralement sur l'histoire de la pensée, économique pour exactement, Plan B ouais, donc Network. c'est la première perche que je te lance, en fait. Toi, tu fais aussi un cours pour Plan B en ce moment, sur l'histoire de la pensée économique, hein et est-ce que tu veux nous parler un peu de bah, ouais, déjà un peu comment est-ce que toi tu envisages l'histoire de la pensée économique? Quels sont tes angles d'attaque? Qu'est-ce que tu souhaites mettre plus en avant, moins en avant? Voilà. Bah, moi, en fait, comment dire? Ce qui m'a toujours frustré quand j'ai étudié l'économie et ça me frustre encore en l'enseignant, c'est que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir compris. Il y a trop de contradictions, trop de choses qui m'échappent encore et je sens que plus j'arrive à en comprendre, et enfin, plus j'en connais, plus j'ai l'impression de prendre, conscience de l'étendue de mon ignorance et je me suis dit que, plutôt que de comment dire? Que de m'affronter directement aux théories modernes et qui, à mon avis, ne sont pas par définition forcément meilleures que les anciennes. Il y a qu'à voir les aberrations dans lesquelles on est plongé, et notamment au niveau, monétaire. Et je me suis dit: «Moi, j'aime bien remonter un peu dans le temps». D'abord parce que ça me fait voyager un peu dans l'histoire et que je suis très féru d'histoire aussi. Mais aussi parce que j'aime bien justement remonter à une époque où on s'exprimait plus simplement, où les concepts étaient moins inutilement confus. Parfois, c'est utilement confus, mais enfin, il y a beaucoup de confusion artificielle et je me suis dit, voilà, en remontant dans le passé, est-ce qu'on peut pas remonter à la racine des erreurs qu'il y a pu avoir? En tout cas, des embranchements qu'on a pris à un moment ou à un autre dans la pensée économique et qui ont fait qu'ensuite, on a construit des édifices entiers sur des bases qu'on ne discute plus et qu'on gagnerait en fait à reconsidérer, à rediscuter. Donc moi, voilà, c'était un petit peu l'idée, d'aller remonter comme ça dans l'histoire de la pensée économique et puis aussi pour, éclaircir un petit peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur des auteurs ou sur des courants. Par exemple, moi, j'étais plein d'a priori sur les mercantilistes, Ouais. a priori très négatifs. Alors au total, je reste négatif sur ce courant, mais pas forcément pour les mêmes raisons. C'est-à-dire j'ai retrouvé chez les mercantilistes, une richesse plus grande que ce que j'aurais cru, comment dire? Une compréhension de l'économie qui est quand même beaucoup plus fine que ce que enfin, que si on les résume à dire, oui, ils croyaient qu'en gros, il fallait accumuler de l'or, pour rendre un pays, riche. Non, c'est plus complexe que ça et puis, incidemment, je tombe quand même sur des choses intéressantes. Alors au sujet des mercantilistes, par exemple, cette idée qui m'avait toujours paru bizarre, selon laquelle on pourrait manquer de monnaie dans une économie, autant c'est une idée qui aujourd'hui me semble effectivement, être un non-problème, parce qu'avec tous les outils modernes de la finance, on peut créer des substituts monétaires, pour parer à toutes les situations et en réalité, quand on remonte, au Moyen Âge, ou même au début de l'époque moderne, il y avait des situations enfin, comment dire? Le manque de monnaie ne pouvait pas se résoudre aussi facilement par l'émission de substituts monétaires, de crédits qui circuleraient dans l'économie, l'ajustement par les prix et cetera. Mmh. Il y avait un tel manque de fluidité, en fait, dans l'économie, que finalement la simple peur, que, le voisin n'ait pas assez de monnaie pour vous rembourser demain, parce qu'il en planque, sous son matelas, simplement parce que lui-même a peur, par rapport à un autre partenaire économique. Il peut y avoir comme ça une sorte de gel de l'économie, qui a des conséquences réelles alors que enfin voilà, sur le papier, ça n'aurait pas été un problème, mais en pratique, ça l'est. Donc voilà, Ouais. j'aime bien l'idée de revenir en arrière parce qu'on comprend mieux aussi, enfin on met en résonance aussi le contexte historique de l'époque et pourquoi ces idées-là se sont développées. Parce que je trouve que c'est trop facile de prendre aujourd'hui, une fois qu'on connaît la suite de l'histoire et des idées, bien plus, raffinées et développées, de reprendre un peu les énormités qui ont pu être, dites, dans le passé, en les sortant de leur contexte. Donc voilà, j'ai Mmh trouvé intéressant de reprendre le contexte. et tu, remontes, le plus loin, tu commences avec qui, en fait?
Ce qu'on pourrait dire, tiens, tu commences avec Aristote et Je puis, commence à je non, ouais, je commence avec les penseurs grecs, ouais, même OK. si alors, je me suis rendu compte, bah, par exemple enfin la plupart des histoires de l'analyse économique, commencent avec, le XVIIIe siècle, les classiques quoi, Ouais. essentiellement, voire peut-être les physiocrates. C'est vrai si on prend l'analyse économique au sens où Schumpeter l'a défini, quelque chose vraiment de, une science qui s'assume, qui est de la recherche, de connaissances formalisées et compagnie. Mais en réalité, ça n'avait pas empêché d'avoir quand même de la pensée économique, des réflexions économiques, Mmh. dans des époques précédentes. Donc moi, j'ai trouvé que c'était pas artificiel. En tout cas, j'ai trouvé des choses intéressantes en remontant, chez les Grecs. En revanche, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait, bah, les Grecs, alors les Romains ensuite, les Romains, il y a rien à dire en gros sur la pensée économique. Ouais. Mais j'ai quand même trouvé des choses à dire sur l'économie au temps des Romains et Ouais. bon voilà. Donc ça, je vous laisserai découvrir dans le cours une fois que j'aurai terminé. Et puis après, bah, il y a un peu les scolastiques, mais c'est le grand vide, après jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vrai que, bah, par exemple, toute la partie au Moyen Âge, là, j'ai eu beau chercher, il y a rien, quoi, hein, Ouais, c'est vrai que et quand tu prends la période médiévale, il y a un auteur qui est assez intéressant, qui est bon, qui est assez bref, hein, vraiment dans l'histoire de la pensée, c'est Nicolas Oresme, donc un ecclésiastique, oui, français, oui. qui est assez intéressant parce que pareil, comme tu dis, ce sont des auteurs qui sont assez anciens, qui vont parler de l'économie, mais ils vont en fait avoir les bons points de vue, ils vont comprendre les problèmes, pas forcément bien les formaliser, bien les verbaliser, bien les écrire, tu vois? Mais ils sentent, bah, voilà, quand Nicolas Oresme, lui, parlait par exemple de la masse monétaire sur la monnaie. Est-ce que le prince, il a le droit ou non de dévaluer la monnaie? Qu'est-ce que c'est la monnaie? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord recueillir tout le consensus des utilisateurs de la monnaie avant justement de changer la masse monétaire? Donc tu sais, il y avait des idées quand même qui étaient très, très intéressantes. Déjà Mmh. chez lui. Alors lui, on est au 15e siècle, je crois, Nicolas Haes, mais en pleine guerre de Cent Ans. Je crois même c'est 14 enfin, ouais, Ou j'hésite peut-être entre 14e, ouais, ouais, fin ouais. 14e, début 15e, je sais plus. Ouais, ouais et après, comme tu dis, après, entre Nicolas Haes, mais on va dire, voilà, les physiocrates français, tu as une sorte de grand vide, oui et non, dans le sens, en effet, où tu as les scolastiques, hein, surtout espagnols. Je pense à l'école Bah, de moi, Salamanque. quand je parlais des scolastiques, je parlais plutôt de l'époque de saint Thomas d'Aquin, mais Ah effectivement, d'accord, oui, tout à fait, les thomistes et tout, ouais, c'est ouais. aussi de la scolastique à l'époque des Espagnols et là, Mmh. justement, bah, c'est notamment pour ne pas spoiler, le cours que tu feras, que j'ai pas insisté beaucoup sur l'école de Salamanque. Par Ah exemple, mais je vas-y, la hein, mentionne, vas-y, vas-y, hein. mais non, mais parce que là encore, je pourrais en parler longtemps, mais ça fait l'objet justement, enfin, je pense que c'est en partie l'objet de ton cours. Donc tu vois, j'ai pas trop insisté dessus. Et il y a quand même des grandes différences entre les scolastiques de l'époque de saint Thomas d'Aquin, 13e Mmh. siècle, et ceux de la fin de l'école de Salamanque. On est déjà au 16e siècle ou un truc comme ça. Ils Mmh. réfléchissent déjà, sur les conséquences de l'afflux d'or du Nouveau Monde et cetera. Donc voilà, je pense que c'est difficile de réunir tout ça sous une même étiquette. Mais tu vois, encore pour revenir à une des raisons qui m'a intéressé dans le fait de faire de l'histoire de la pensée, bah, c'est en résonance avec Bitcoin. C'est-à-dire que, Bitcoin m'a forcé à réfléchir sur les questions de la quantité de monnaie, la politique monétaire optimale, la nature profonde de la monnaie. Qu'est-ce que Mmh. c'est, est-ce que ce sont les gold bugs qui ont raison ou est-ce que c'est plutôt les bitcoiners? Bon et puis je me dis, ben, c'est intéressant de voir justement historiquement, on a quand même cet exemple, merveilleusement, réel quoi de l'or des Amériques qui arrive et des gens qui réfléchissent déjà dessus à l'époque. Donc je me suis dit, bah, des réflexions qu'il y a à l'époque sur les problématiques, liées à l'usage de l'or comme monnaie, bah, je me dis: «Il y en a plein qui peuvent sans doute se transposer, se prolonger, dans le cadre de Bitcoin» et j'ai pas encore allé au bout de la démarche, mais je commence à trouver des choses intéressantes. Ouais, ouais, non, c'est très intéressant cette période en effet où tu as la suite à on va dire le repatriement en Europe de tout l'or, découvert, en Amérique du Sud. Il y a déjà en effet des questions sur oui, mais, l'augmentation de la masse monétaire, l'inflation que ça va créer, donc cette grande inflation. Alors, quand on parle d'inflation à l'époque, on est quand même sur une augmentation de la masse monétaire qui est extrêmement faible, hein, très, 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 très faible par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec les monnaies fiduciaires. Mais ils avaient déjà, ouais, cette inquiétude, donc c'est assez intéressant en effet de retrouver en fait dans cette pensée qui est assez ancienne, cette question de est-ce que la masse monétaire, est-ce qu'elle peut être fixe? Si oui, qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Parce que tu en effet, tu en as parlé tout à l'heure, hein, tu as les problèmes de thésaurisation, mais tu as aussi les problèmes de circulation de la monnaie. Donc c'est pas forcément les 2 mêmes problèmes en fait qui vont se poser. Et après tu as plusieurs penseurs, qui se sont dit: «De toute façon la quantité de monnaie au final n'a pas tellement d'importance dans l'économie». C'est
les anglo-saxons en parlaient, Jean-Baptiste Say, je crois aussi en parlait justement sur la monnaie. Est-ce qu'il y a pas besoin tellement d'avoir une masse flexible? Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de ouais, comme tu dis en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait et ça Bitcoin, moi j'en suis persuadé. En fait, Bitcoin, ça nous arrache un peu à notre économie actuelle, hein, donc qui est une économie, alors moi que je pourrais qualifier qui a été totalement, arrachée du réel et Bitcoin en fait nous force à nous reposer des questions qui sont en fait les mêmes qu'on se pose depuis à peu près 400-500 ans depuis l'époque où on commence à s'intéresser à ces questions-là et Bitcoin en fait nous remet les pieds sur terre. On commence à réfléchir à ce qu'est la monnaie, ce que doit être la monnaie, quel type de bien elle est pour le marché, à quoi elle sert et c'est une sorte de retour au réel et ça c'est assez sympa quoi. Et c'est Oui, pas pour moi rien, c ouais. je partage exactement ta réflexion, hein. C'est ce que je trouve de plus stimulant dans Bitcoin finalement, c'est même pas tant les conséquences politiques, qu'il pourrait y avoir, encore que aussi, mais on va dire, pour mon aspect, geek, de la pensée économique, on va dire, c'est vraiment, bah, que ça fait ressurgir comme ça des réflexions qu'on avait donc à l'époque des scolastiques et même quand on voit Mmh. chez les Grecs. Alors c'est difficile de démêler tout ça chez les Grecs parce que l'économie est enchâssée dans la philosophie, la morale et compagnie. Mais ce qu'on peut y trouver quand même comme bribes de pensée économique, bah, on voit qu'il y a déjà des oppositions entre ceux qui croient que la monnaie doit être, une marchandise, qui a une valeur réelle, entre ceux qui pensent que la monnaie au fond, oui, elle s'incarne dans une marchandise, mais tout de même elle a une valeur qui est, assez conventionnelle, aussi. Enfin bon, je trouve, voilà, il y a beaucoup de choses, à récupérer dans le passé et applicables, au débat d'aujourd'hui. Alors que moi je me mets à la place en plus des gens qui seraient pas du tout, qui auraient pas fait d'études d'économie, qui se laisseraient volontiers perdre par le jargon des économistes. C'est désespérant aujourd'hui d'écouter un débat d'économistes, je pense qu'on peut facilement en ressortir avec l'impression d'avoir rien compris. Mmh mh. Et alors que la moitié du temps, bah, on se rend compte qu'ils parlent, les uns à cô enfin je sais pas comment on dit, to talk past each other, Mmh. il y a une mécompréhension, on va dire, Ah totalement, ouais. entre les 2 parce qu'il y a, ils sont pas d'accord sur la définition des mots. Donc tu vois, là encore, bonne raison pour moi de revenir en arrière, c'est de voir justement, quelles étaient les définitions des mots données par les auteurs et qu'est-ce qui est-ce qu'il y en a pas qui sont plus d'accord que ce qu'ils croiraient s'ils s'accordaient sur les mots, tu vois? Ouais. Ah ça, je suis totalement d'accord parce que moi, ça me rappelle quelques débats que j'ai eus récemment sur X, hein, qui est un réseau social qui qui force des fois le débat et je sais que j'ai eu un débat récemment avec un gars qui est économiste, alors économiste, mainstream actuel, hein, donc et un autre d'ailleurs qui est plus dans la MMT, donc la théorie moderne de la monnaie. Et en fait, on commençait à parler de monnaie, on commençait à parler d'économie, au final, on parlait même pas de la même chose, quoi. Et ça, Ouais. c'était assez intéressant parce que moi, j'ai plus un point de vue, on va dire, libéral classique autrichien et déjà, en fait, un économiste qui est plutôt dans cette, tradition de pensée-là, comme la mienne, par exemple, hein, en fait, on peut pas parler avec un économiste, aujourd'hui parce que les mots n'ont même plus aucun ne veulent plus on n'a pas les mêmes définitions et avant même de s'engager dans un débat d'économie avec ces économistes, en fait, on doit d'abord s'engager dans un débat d'épistémologie, un débat de sémantique, un débat de méthodologie parce qu'ils f en fait, ils ont ils sont tellement partis loin dans leur truc qu'en fait, ils évoluent dans un enfin moi, c'est l'impression que j'ai et c'est comme s'ils évoluaient sur notre planète ou dans une réalité Oui, un alternative univers et parallèle, quoi. Ils ont une sorte de réalité parallèle avec des règles parallèles qui s'appliquent et qui peuvent être cohérentes dans leur logique, mmh mh. mais qui parfois, enfin, comment dire, sont le résultat d'une divergence au départ et si on met pas le doigt sur cette divergence en disant: «Voilà, là, sur ce point-là, on prend vraiment deux chemins radicalement différents et tout ce qu'on va dire ensuite, devra être compris à l'aune de ce choix initial», ben, effectivement, on peut perdre beaucoup de temps à débattre, sans vraiment comprendre, ni ce que dit l'autre, ni parler au public qui est là, qui est spectateur et qui, Ouais, essayer de se totalement, faire ouais. une religion en la matière, quoi. Donc Ouais, ouais. totalement et d'ailleurs pour, un peu clôturer sur cette, parenthèse-là, mais dans ce débat en question, en fait, l'un des gros quiproquos, c'était sur le terme de l'inflation, forcément. Qu'est-ce que l'inflation? Forcément, pour eux, l'inflation, c'est la même chose que la hausse que la hausse des prix, alors que forcément dans une optique plutôt autrichienne, l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui entraîne ensuite une augmentation des prix et au final il y avait ce point de divergence et après alors le pire c'est que après il me disait: «Mais en fait,
c'est toi qui as tort parce que c'est toi qui modifie la définition du mot inflation et moi je leur répondais, tu vois? Mais en fait, moi j'utilise toujours la même définition que depuis 150 ans, en fait et Ouais. c'est assez intéressant, quoi, mais ouais, enfin Mais je oui, c'est vrai, ça c'est un exemple parmi d'autres, déjà voilà, est-ce qu'on parle d'inflation de la masse monétaire ou d'inflation, des prix? Et même quand on parle d'inflation des prix, bah, là aussi dès qu'on cherche un peu à savoir comment est faite la saucisse, en matière de calcul, de la hausse, générale des prix, bah, on se rend compte qu'il y a énormément de choix arbitraires et que finalement, enfin ça n'a aucun sens de décider que, comment dire? Qu'on allait, mettre un chiffre comme ça, qui serait censé être subi par tout le monde, alors qu'en réalité, on a des allocations très différentes en termes de ce qu'on consacre au logement, à la bouffe, à l'énergie et cetera, et qui, eux, évoluent dans des directions, assez différentes. Ils augmentent tous, hein, en général, mais enfin, certains augmentent beaucoup plus vite que d'autres, quoi, donc ouais, tu vois? totalement, puis après ça dépend de quelle est ta comment est-ce que tu mesures en effet la hausse des prix, quoi? Parce que si tu prends l'indice des prix à la consommation, c'est un indice aussi qui est assez décrié parce on peut y faire rentrer certains produits, on peut en enlever certains produits et ça aussi c'est pas une bonne manière de calculer la hausse des prix parce que comme tu dis, on n'a pas tous les mêmes dépenses. Il y a certes les dépenses contraintes, mais après il y a toutes les autres dépenses qui, en fait, d'une personne à une autre, font ressentir la hausse des prix de manière totalement différenciée, quoi. Donc il y a pas un niveau Heureusement, général la alors direction est claire, ceci dit, parce que quelle que soit la définition qu'on prend de l'inflation, la masse monétaire, elle augmente, les prix ils augmentent et voilà donc à la limite, j'ai envie de dire quelle que soit la définition qu'on prend, enfin, c'est difficile de voir autre chose que, tout augmente, quoi. ouais, totalement, ouais. Oui, c'est ça, tout augmente et pas de manière forcément égale et simultanée pour tout le monde, quoi. Donc ça, Mais bon, moi c'est j'aime bien dire à mes étudiants, c'est pas que les prix augmentent, hein, c'est pas que le prix des choses augmente, c'est que la valeur de la monnaie baisse, ce qui est pas la même chose. totalement, ouais, totalement, bah, Voilà. tu as bien raison, ouais. Et si on reprend justement là ton cours sur la pensée économique, hein, donc on parlait des scolastiques, on parlait des penseurs grecs, hein, et le toi le on va dire, petite question, c'est la période que tu trouves la plus intéressante, là où tu penses qu'il y a un shift hein, justement où la pensée économique, elle commence peut-être à s'accélérer, on commence vraiment à mettre le doigt sur les bons concepts, ça serait quelle période où tu te dis: «Là, il y a quand même une césure entre le avant et le après, quoi?» Le avant, on tournait autour du pot et le après, on commence à mettre les bons Bon, termes bah, sur là, les pour le coup, je pense que je serais assez classique en disant que ce sera, à mon avis, quelque part entre le 18e ou le 19e siècle. mmh, En tout cas, bon, on parlera après de la théorie de la valeur chez Bastiat, mais là, tu vois, je relisais le papier pour me remémorer ça avant notre émission et je me disais: «Voilà, là, il y a pas un mot à enlever, ni à ajouter». En tout cas, pour traiter de ce thème précis, donc pas par rapport à ce que dit Bastiat. Alors que si je prends, à l'époque des mercantilistes, il y a des choses intéressantes, mais il y a encore des notions qui sont encore, pas bien comprises, pas bien éclaircies, heu, voilà. Je pense que, en tout cas, clairement, voilà, au 18e siècle, on est vraiment sur la très bonne voie, avec l'école française, avec Smith et cetera. Et puis au 19e siècle, là, je pense qu'on a suffisamment de débats, j'allais dire en temps réel, mais en temps assez court, on va dire. Il y a suffisamment de dialogue entre les différentes écoles de pensée, du moins sur le continent européen, pour que vraiment, ça progresse très vite et que les gens ne réfléchissent pas uniquement chacun de leur côté, mais beaucoup les uns par rapport aux autres. Alors que c'est vrai que dans des époques précédentes, on a des bribes de pensée qui sont très intéressantes, mais qui parfois, se retrouvent un peu isolées. On les redécouvre après, mais on se rend compte qu'à leur époque, elles ont pas tellement, comment dire? Il y avait pas tellement un état de l'art mmh. sur lequel on pouvait discuter. Donc voilà. Ouais, non, c'est clair, je pense que ouais, tu as totalement raison. C'est vrai que quand tu prends certains on en parlait tout à l'heure, les scolastiques et d'autres, en fait et tu avais certains auteurs comme ça qui parlaient de sujets économiques, mais après, en fait, ça s'arrêtait à eux, quoi. C'est pas des sujets qui ont pris dans le monde universitaire, même dans le monde théologique de l'époque, ça Oui, t'intéresse il y a une différence aussi, c'est que, même si une des choses que j'ai découvert, enfin que j'ai en tout cas, que j'ai découvert à titre personnel, c'est que chez les scolastiques, finalement, leur pensée, économique était beaucoup moins soumise, à la religion que ce qu'on aurait pu penser mmh finalement, c'était, voilà, c'était moins soumis à la religion, la pensée scolastique, que ce soit en économie ou dans d'autres domaines. Il y a vraiment que sur les questions théologiques où là, pour le coup, ils sont bien obligés de se soumettre
à ce qu'il y a dans les Écritures et à en faire l'exégèse et cetera. Mais pour le côté économique, ils étaient, assez libres. Enfin, toutefois, ils quittent pas comment dire? Le spectre de la morale. Enfin, on va dire, voilà, ils Mmh. sont toujours dans le domaine de la morale et par exemple, quand ils réfléchissent sur des choses comme le taux d'intérêt, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils, ils arriveront pas à défendre, à défendre vraiment l'intérêt, en tout cas pas de manière générale comme ça, mais à force d'essayer de trouver, enfin de décrypter ce qui fait que les gens payent effectivement sur le marché un taux d'intérêt, bah, ils arrivent à mettre le doigt petit à petit sur les différentes composantes de l'intérêt qui aujourd'hui, je pense, seraient toujours valables, en analyse économique et ils font une distinction justement entre, le pur profit, le risque, la rémunération, du capital, enfin des Mmh. choses comme ça et voilà, ils le font, mais comme ils restent encore, voilà, dans leur cadre, Ouais, théologique et ouais. monastique et théologique, on va dire ça se ressent quand même encore. Le fait qu'il y a pas de non plus de science, hem qui, qui cherche, un objectif en elle-même et pas forcément dans le fait de glorifier, l'œuvre du créateur, ou de développer une bonne théorie de la morale, ou de raccrocher les wagons avec la pensée antique, voilà. Je trouve qu'il Ouais. y a beaucoup plus de liberté de ce côté-là, à l'époque des Lumières. Ouais, bien sûr. Non, mais tu as totalement raison et je pense que là, tu mets le doigt sur 2 sujets. On va ouvrir une petite parenthèse parce que j'aimerais bien qu'on en parle. Premier sujet, c'est en effet le lien entre l'économie, la morale et l'éthique, hein. Parce que ça, c'est, en effet, chez les scolastiques, tu vois, cette thématique qui revient, mais tu la retrouves, en fait, même chez Aristote, hein. Je sais que dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote, quand il parle d'économie, il oppose l'économie avec ce qu'il appelait la crématistique, en fait. Donc en fait, l'approche où, tu vas profiter de ton prochain, d'autrui sur le marché pour t'enrichir, en fait, à ses dépens. Donc en fait, là, l'économie n'est plus un jeu à somme positive où les 2 personnes qui s'engagent dans l'échange vont mutuellement bénéficier de l'échange. Là, on est sur un jeu à somme nulle où une personne va gagner au détriment de l'autre et c'est une vieille thématique qu'on peut retracer dans la pensée aristotélicienne et en fait, on va la voir enfin, elle va évoluer et les scolastiques, ils ont toujours, ouais, ce petit penchant moral quand même sur, quand ils abordent Bah, les l'économie. scolastiques, ils partent d'Aristote aussi. C'est ce qu'il faut Bah, ouais, dire, c'est oui, que oui, oui, vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment leur point de départ pour le meilleur et pour le totalement, ouais. pire. Donc voilà quoi, Ouais, ils sont très, très dépendants finalement des jalons qu'a posé Aristote. Alors il en a posé, parfois de très bons, parfois de moins bons. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal à se défaire d'Aristote, c'est ça aussi le problème. ouais, ouais, totalement et puis après là, moi, ça me fait penser automatiquement, moi, au livre qui a été écrit par Hülsmann, qui est «L'éthique de la production de monnaie», qui est un livre qui est assez intéressant parce que justement il reprend toute cette his tout l'historique de l'éthique de la production de monnaie. Comment est-ce qu'on peut retracer, bah, la politique monétaire, comment est-ce qu'on peut la comparer aussi avec l'éthique et la morale religieuse, au fil des siècles et c'est un livre qui est super intéressant. Je recommande tout le monde de le lire parce qu'on peut en arriver en fait à la conclusion que le processus économique est nécessairement un processus éthique, hein, et que dissocier les 2 c'est pas nécessairement possible. Enfin, c'est un peu ce que je pense donc ouais, Oui, tout à fait, ouais. petite, parenthèse qui est intéressante et deuxième chose, où là tu as mis le doigt dessus et on va vite fait en parler parce que ça je sais que des fois quand je discute avec certaines personnes sur le sujet, on n'est absolument pas d'accord. C'est sur le taux d'intérêt et la manière dont le taux d'intérêt peut être vu par la religion, alors pas forcément que la religion chrétienne, toutes les religions monothéistes. Est-ce que le taux d'intérêt, c'est de l'usure? Est-ce que du coup, ou au contraire, est-ce que le taux d'intérêt, de toute façon, est obligatoire pour l'homme? Parce qu'incertitude, oblige, dans l'avenir. Quel est ton point de vue là-dessus, quoi? Pour, Bon, globalement, moi, j'ai pas de problème, avec le taux d'intérêt, dans son principe, parce que comme, bah, comme on dit, hein, ça couvre, une part de risque et puis tout simplement, bah, la privation, dans le présent, d'une certaine, comment dire? D'une certaine utilité que je pourrais avoir, je pourrais utiliser mon capital, si j'en avais, de toutes les manières possibles, plutôt que d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc de ce côté-là, j'ai pas de problème avec ça. Moi, à la limite, les seuls, ouais, on va dire, alors dans l'époque médiévale et c'est là où aussi où si j'étais vraiment historien, je pourrais avoir une vision plus claire, mais j'ai l'impression que la condamnation du prêt à intérêt, à l'époque médiévale se fait dans un contexte aussi où, de toute façon, il y a enfin l'essentiel de prêt, à intérêt, c'est du prêt, usurier, justement, donc à des taux, invraisemblables, sur des gens, vraiment pas solvables, donc effectivement, ça semble moralement un peu discutable, quoi. C'est-à-dire que même
Enfin, moi, je sais pas, je me dis toujours entre ce que je pense personnellement sur la liberté de contracter et ce que je pratiquerais à IS, dans ma vie personnelle, je me dis: «Voilà, je vais pas aller prêter, à des taux, invraisemblables à quelqu'un, dont je sais qu'il va, je sais pas moi, qu'il va utiliser l'argent, pour aller se droguer ou au contraire qui va juste l'utiliser, pour aller nourrir ses enfants, mais qui sera obligé de les affamer demain pour me rembourser». Ah oui, même si ça aurait été librement consenti, bon, je me sentirais un peu merdeux de faire ça. Donc effectivement, dans ce domaine-là, voilà, je vois pas d'inconvénient au principe de l'intérêt mais voilà, avec les limites, bah, qu'impose en j'allais dire l'éthique, qu'impose le bon sens aussi. En fait, c'est Oui, c'est oui. c'est ça aussi, c'est le bon sens. Je trouve c'est pour ça que c'est utile parfois, c'est un peu ce que je reproche aux libertariens, c'est de vivre un peu dans un monde, parallèle, heu et de pas trop se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils pratiquent réellement eux dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils considèrent comme, tolérable, pas tolérable quand il s'agit de leurs voisins, de leur famille et autres?» Voilà, je me dis, souvent quand même c'est bien de regarder le monde réel ce que intuitivement on considère comme acceptable, pas acceptable, plutôt que d'essayer d'aller tout de suite chercher une justification, théorique, que ce soit une louange ou une condamnation de quelque chose, purement sur des bases théoriques en essayant de se débarrasser totalement de l'intuition qu'on peut avoir. Bien Voilà. sûr. Maintenant, pour l'intérêt, moi, il y a un truc qui me gêne un peu, de plus en plus, c'est quand même quand, il y a appropriation de choses qui sont, rares par essence et qui sont pas reproductibles même avec beaucoup de travail et je pense en particulier à tout ce qui est foncier, la richesse foncière. Là, Mmh. finalement, je dis pas que c'est mieux de faire, des collectivisations, redistributions, ou de fortement taxer le foncier et cetera. Je dis pas que c'est forcément mieux, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu gênant dans le côté, 1er arrivé, premier servi on peut pas multiplier les terres comme ça et c'est fini l'époque où on pouvait aller, envoyer les cadets, conquérir, d'autres terres, tu vois? Pour se Mmh. faire une place au soleil. Donc là, je me dis: «Ah beh, bien sûr, hein, par le mécanisme de l'héritage, bah, évidemment que la richesse de toute façon se redistribue d'une génération à l'autre». Mais en tout cas, pour ceux qui sont un peu les derniers arrivés et qui, ont pas eu de chance dans la vie, qui ont pas d'héritage, ou quoi que ce soit, ça me semble toujours un peu délicat comme ça bah, par exemple, je suis de plus en plus réservé sur le fait de voir des gens qui ont, des résidences, secondaires, tertiaires et quaternaires et je sais pas quoi, Mmh. mais dont je me dis, bon sang, éventuellement, ils les obtiennent en plus avec des crédits qui leur sont accordés parce qu'ils sont déjà propriétaires, avec de l'argent qui est créé pour l'occasion et donc finalement tout le monde souffre de l'inflation qui est créée au passage et il n'y a qu'eux qui bénéficient du produit de cet Mmh. emprunt-là. Et là, je me dis: «Bon, même si tout ça est librement, négocié par contrat et tout ce qu'on veut, et j'ai l'impression que les dés sont un peu pipés», tu vois? Et donc il y a Ouais. cette exception-là qui me gêne. Mais après pour tout le reste, dès qu'il s'agit voilà, d'actions d'entreprise, d'argent économisé, enfin de ce qu'on veut, de tout ce qui peut se refaire, se reproduire, être en Ouais. concurrence l'un avec l'autre, j'ai aucun problème avec ça, bien sûr. Est-ce que du coup est-ce que c'est pas plutôt un problème monétaire? Ce que tu dénonces, par rapport aux personnes qui vont pouvoir emprunter avant les autres à des taux préférentiels de la monnaie créée, donc qui n'est pas rare, hein, pour acheter justement des biens qui le sont. Est-ce que c'est pas plutôt un problème monétaire à la base? Parce que si la monnaie était véritablement et là on revient un peu au début de l'épisode, si la monnaie était un bien rare avec une masse monétaire fixe dans l'économie, est-ce qu'il y aura moins ce problème? Est-ce qu'il y aura moins ce problème Il y aurait moins ce problème, c'est en partie monétaire. Je pense que c'est accentué par le mécanisme monétaire, mais même s'il y avait pas, enfin, comment dire? Même si on était dans un système, de pur étalon or, il n'empêche que s'il y avait une quantité très limitée de terres, et que, c'était, assez concentré, en termes de propriété, hem, bah, je pense qu'il y aurait quand même un petit problème sur le fait que, comment dire? L'accumulation pourrait quand même se faire, sur la base de ce qui est déjà détenu, un petit peu au détriment de ceux qui ne et qui ont pas, enfin qui ont peu d'autres possibilités de développer du capital Ouais, pour se faire un patrimoine. Attention, avec une nuance quand même, c'est que, je pense que ce qui est justement beaucoup mieux aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours ce problème, entre guillemets du foncier,
mais il y a beaucoup d'autres formes de capital, qu'on peut, détenir avec des tickets d'entrée beaucoup plus faibles. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Là encore, tu vois, j'essaie toujours de prendre du recul par rapport à mon éducation libérale et de me dire: «Mais qu'est-ce que j'aurais pensé si j'avais vécu, au 19e siècle, et que, j'avais constaté, la misère industrielle?» Et le fait qu'effectivement, il y a des gens, si tu les prends à l'instant T, bah, ils vont à peine gagner, de quoi se nourrir, se loger, et c'est impossible de mettre de côté. Mais c'est impossible de mettre de côté justement parce qu'à l'époque aussi, il y a pas de, enfin, comment dire? L'accès au marché financier, hem, Et très l'usage du capital, tout ça est finalement quelque chose où le ticket d'entrée est élevé à la fois du point de vue, monétaire et aussi du point de vue socio-culturel, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc à la limite, ce qui me console, c'est que je me dis, même les gens qui sont peut-être exclus de certains domaines comme la propriété foncière, bah, peuvent se refaire, s'ils investissent intelligemment, dans les actions ou dans d'autres choses comme ça. Ou ouais. encore, et c'est là, ça reboucle avec, notre sujet, commun qui est Bitcoin, c'est que je me dis aussi, voilà, c'est pour moi une très belle justification de l'enrichissement, de geeks qui ont su, miser sur Bitcoin bien assez tôt. Bah, parce que justement, tu vois, ils auront pu, compenser peut-être leur manque de capital initial par, le temps qu'ils ont pu y consacrer, et le temps de cerveau, enfin la puissance de cerveau, on va dire, les nuits blanches qu'ils ont pu consacrer à la lecture, à la compréhension de tout ça, et finalement rentabiliser cette compréhension rien qu'en achetant, l'actif en question. Donc moi je suis ravi personnellement qu'il y ait des gens qui aient acheté en 2012, ou même avant, et qui soient riches aujourd'hui, en étant restés sur leur chaise. Parce que vraiment, bon, déjà tout le monde se moquait d'eux à l'époque, pendant ce temps-là, ils ont pas investi dans autre chose, mais vraiment je veux dire, ils ont eu cette possibilité-là qui leur aurait pas tendu les bras il y a 100 ou 200 ans. Ah mais totalement, parce que Bitcoin, quand tu vas dans Bitcoin, c'est pas enfin, si tu veux, Bitcoin, il y a 2 choses. C'est pas uniquement comprendre Bitcoin, c'est aussi repenser tout le monde dans lequel tu vis, tout le monde monétaire, tout le monde bancaire et mine de rien, ceux qui ont compris Bitcoin durant ces années-là, hein, là, quand tu parles de 2011-2012-2013, là, oui, là, c'est largement mérité, quoi et Mmh en mh. effet, il faut pas dire que ces personnes-là ont eu de la chance parce qu'avoir ce raisonnement-là, faire ce chemin intellectuel-là, à cette époque-là, bah, chapeau, quoi. Chapeau Ouais, non, et je suis d'accord. une chose aussi, ce quand tu as parlé et on va rebondir dessus, c'est que quand tu parles de l'héritage, quand tu parles, de voilà, certaines personnes qui ont un accès plus ou moins facilité, par exemple, à la propriété par rapport au marché, ce qui est intéressant de rappeler, je pense, c'est que justement le marché, c'est une sorte de processus dynamique où le plus important en quelque sorte, c'est que chacun en fait ait une égalité des chances au départ et après en effet, laissons en quelque sorte le marché faire et laissons les individus en fait essayer d'évoluer vers ce qu'ils pensent être le meilleur pour eux. Alors ça peut être en effet faire l'acquisition d'un bien immobilier, ou ça peut être même aujourd'hui faire l'acquisition de bitcoin et ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends le marché dans sa nature réelle, donc en fait un processus dynamique, il y a forcément en fait une circulation de la richesse, dans le marché. Ce qui fait que ceux qui étaient perdants hier ne sont pas forcément les perdants de demain et ça, c'est extrêmement vrai, par exemple, quand tu prends l'héritage, tu sais, quand tu parles, par exemple, de personnes qui ont, 1, 1, 2, 3, 4 résidences, secondaires en quelque sorte, il y a toujours alors je crois que c'est à peu près vrai, mais il y a toujours cette idée reçue, en fait, sur le marché que l'héritage, la richesse, en fait, intergénérationnelle, elle n'existe pas parce qu'au bout de 2 3 générations, tout ce qu'avait pu bâtir un individu s'est dilapidé. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la troisième génération où grosso modo, on va dire le grand-père bâtit, le fils, fait perdurer l'héritage du père et le petit-fils après, dilapide tout. Mais en fait, quand le petit-fils en question dilapide tout, le capital ne disparaît pas, il est redistribué. C'est-à-dire que ce sont d'autres personnes qui vont Ah en mais bien sûr, profiter. oui. Voilà, donc il y a toujours ça, c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant parce que moi, je sais aussi que quand j'ai des discussions avec certains de mes amis, avec certaines personnes sur X, sur la thématique même de l'héritage, est-ce que l'héritage c'est mérité ou pas? En fait, peu importe, à partir du moment où tu respectes la propriété privée, tu dois respecter l'héritage et il faut aussi juste se dire, c'est que l'héritage n'est pas un capital fixe qui n'évolue pas, et qui va en fait se transmettre de génération en génération, de manière, linéaire. Non, c'est quelque chose qui peut se perdre, c'est quelque chose qui peut se faire fructifier. Il y a même d'ailleurs, on pourrait dire, une charge mentale pour certains individus à recevoir en fait un héritage conséquent de la part Ah mais tout à fait. de leurs aïeux, quoi. Mmh Donc, mh. Non, mais tout à fait, mais après, je pense qu'il y a une différence entre aussi hériter de quelque chose qu'on
doit faire fructifier activement, et qui est tout le temps, sous la menace d'autre chose. Je veux dire, imagine tu hérites d'une entreprise, tu as peut-être le capital de l'entreprise, mais l'entreprise vaut quelque chose, si elle fonctionne, si elle a, voilà, Ouais. si elle tourne, et si tu te contentes de la faire tourner, effectivement, dans un monde ouvert, il y a de fortes chances que tu sois rapidement concurrencé, voilà, enfin, sauf à détenir des brevets, qui courent sur 200 ans, enfin, tu vois? Il y a cette problématique-là aussi. Alors que lorsque enfin, comment dire? Enfin, sous-entendu, quand tu hérites d'une entreprise, bah, chacun finalement peut monter une entreprise et s'essayer à faire, le produit, qui va concurrencer. Quand tu hérites, de quelque chose qui est un bien immobilier, que tu n'as entre guillemets «qu'à louer», et à entretenir et cetera. Alors bien, je suis conscient de tous les bâtons qu'on te met dans les roues en termes d'obligations réglementaires et tout ça, mais fondamentalement, bah, il te suffit finalement de trouver, bah, des gens qui ont besoin de se loger, et il y a pas de libre concurrence au sens où, bah, comme on fait des restrictions pour de bonnes raisons, hein. Je sais que c'est environnemental et tout ce qu'on veut, mais il y a de telles restrictions sur le foncier que c'est pas si simple de dire, «Eh ben, Coco, tu es pas content, tu peux aller construire ta maison». Tu vois? Mmh. Parce que c'est ça, et même quand on peut aller construire dans des endroits qui sont, éloignés des centres, de pouvoir, des bassins d'emploi, et où justement, tu te dis: «Bon, mais le problème, c'est que je peux pas non plus m'éloigner, excessivement de ces endroits-là». Or ces endroits-là, justement, sont riches de, bah, de comment dire? De tous ceux qui possèdent déjà là-bas, qui ont des charges là-bas, y compris des charges politiques. Mmh. Donc il y a un côté un petit peu gênant, dans ce cas précis, pour moi, voilà, du capital immobilier. On pourrait peut-être dire la même chose, remarque, pour le capital agricole, hein, dans un sens. Mais bon, et je sais que, bah, ça me fait réfléchir aussi quand j'observe des différences entre, ne serait-ce qu'entre la France et l'Angleterre, où je me dis, bah, en Angleterre, j'avais appris récemment que, hem, il y a quelque chose comme, 90 de la propriété foncière qui est détenue par, une poignée de pourcents de la population, peut-être, entre 1 et 5, un truc comme ça. Enfin, c'est assez phénoménal, et c'est là où je me dis: «Bah, finalement, est-ce que la Révolution française, est-ce que tous les bouleversements qu'on a eus, ça n'a pas eu du bon en quelque sorte, hem, sur certains plans quoi, en termes de, Alors, de toute façon, ouais, pour ouais. la propriété agricole, je pense que tu as pas besoin de remonter jusqu'à la Révolution française, hein. C'est juste l'après-guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale où, il y a eu de grandes politiques qui ont été mises en place pour, faciliter l'accès à la propriété foncière par les agriculteurs. Et aujourd'hui, on l'a encore aujourd'hui, hein. C'est vrai que la France, tu as totalement raison, c'est très différent de l'Angleterre, c'est très différent de l'Allemagne, sur la répartition des terres agricoles. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'agriculteurs, en France qui sont propriétaires de leurs terres que c'est le cas en Allemagne ou en Angleterre où ils sont plutôt, j'ai envie de dire entre guillemets «métayers», mais en fait locataires des terres agricoles. C'est 2 manières totalement de voir la de tot 2 manières totalement différentes de voir la chose, mais c'est surtout dû en fait à l'après-Seconde Guerre mondiale en France. Si je dis pas de bêtises en termes de politique nationale. Mais ouais, ça reste intéressant parce que quand tu parles en effet de ces terres agricoles qui sont à capital figé, hein, de génération en génération en Angleterre, ça peut poser la question, oui, mais est-ce que en plus, on est d'ailleurs sur des terres des fois qui sont très surcotées, ou très difficiles à acheter, qui sont très, très chères. Alors qu'en France, on a alors, c'est critiquable ou pas, mais en France, tu as aussi un contrôle des prix sur les terres agricoles. Donc pour justement faciliter l'accès à la propriété par les jeunes agriculteurs. Donc c'est ouais, il y a enfin, c'est un sujet qui est assez important, mais on va pas plonger là-dedans, mais ça pourrait être intéressant de Enfin, pour reboucler sur la question initiale, voilà, qui était le prêt à intérêt, on a beaucoup discuté de ce que je vois comme des formes, d'exception. C'est encore une fois, attention, hein, que les auditeurs ne se disent pas, «Tiens, il veut abolir l'héritage, ou redistribuer les terres ou quoi». Je veux juste dire que, hem, en principe, on va dire, je le défends pas aussi facilement que d'autres formes de propriété, et de multipropriété, quoi, on va dire. Voilà. mmh mh. Ça me semble beaucoup plus sain le jeu d'investir dans des actions, par exemple, parce que là, justement, à la fois, on achète du capital et c'est vrai qu'on peut s'enrichir sans rien faire, mais quand même, on fait un pari actif. Je veux dire, on fait un pari actif sur quelque chose qui est soumis à la concurrence, et une concurrence plutôt très forte sur les marchés, financiers mondiaux. Donc, ça reste quelque chose que je préfère. OK, non, ça se comprend totalement, comme ça se comprend totalement. Alors une autre thématique dont on voulait parler ensemble, de toute façon tout à l'heure on parlait justement de cette pensée
cette histoire de la pensée économique. On était arrivé, on va dire, on avait dépassé les scolastiques, on arrivait au 18e, début du 19e et là, tu disais que c'était là où il commence à y avoir un tournant et tu en parlais tout à l'heure, je pense qu'on peut plonger dans le sujet maintenant. On parlait des libéraux du 19e et surtout d'un libéral qui est Frédéric Bastiat, qui est le penseur libéral le plus connu, hein, de ces périodes-là. Et est-ce que tu veux nous en parler un peu? Parce que tu m'en parlais avant qu'on commence l'épisode de podcast. On avait fait quelques échanges de mails et tu me disais: «Oui, c'est vrai que la Bastiat, c'est un penseur qui est très intéressant, sa théorie de la valeur est très intéressante». C'est un penseur qui a pressenti, je trouve, moi, personnellement, beaucoup de choses et je suis de plus en plus convaincu, en fait, que Bastiat presque se suffit à lui-même, hein, d'un point de vue de la pensée économique parce qu'il avait pressenti beaucoup de choses, il avait vu vrai sur beaucoup de choses et pour toute personne qui veut s'intéresser à l'économie, pas be j'ai envie de dire, alors avec beaucoup de guillemets, hein, vous avez pas besoin de vous taper du Rothbard, du Mises, du Hayek, du Menger et cetera. Vous pouvez directement lire du Bastiat et vous avez compris, je En pense, tout cas, beaucoup ce de sera choses, pas incompatible avec oui. avec ceux que tu mentionnes, quoi. Parce que moi, je dis souvent que Bastiat est une sorte de proto-autrichien au sens où c'est vrai il a pas explicité peut-être comme Menger, par exemple, la notion d'utilité marginale, mais quand on le lit bien attentivement et qu'on regarde chaque mot, il le comprend. On sent qu'il le comprend et c'est juste que il n'a pas jugé utile parfois de le dire, dans les mêmes termes. Ce qui est à mon avis, alors moi j'aime beaucoup Bastia, il est agréable à lire, ça tout le monde, s'accorde là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, malheureusement, je trouve injuste pour Bastia que, le ton, un peu léger de certains de ses écrits, le ton un peu polémique, le côté, je sais pas, l'usage des fables et des paraboles pour, illustrer des choses économiques, ça l'empêche d'être pris au sérieux, parfois. Quand je vois par exemple Schumpeter, qui dit, je dis pas que Bastiat était un mauvais théoricien, je dis juste que c'était pas un théoricien. Voilà, là je suis forcé de dire qu'on peut-être qu'on n'a pas lu le même Bastiat, je sais pas, parce que je me dis que Bastiat justement est connu pour des choses comme, les sophismes économiques, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Alors, parmi ses écrits les plus connus, on va voir la pétition, des marchands de chandelles contre la concurrence Mmh. déloyale du soleil. Bon, voilà, ça c'est bien sûr, et c'est brillant, hein, mais c'est pour ça qu'on retient Bastiat et quand on regarde ce qu'il a écrit sur la fin de sa vie et qu'il n'a pas eu le temps de terminer, parce que, pour les gens qui ne le sauraient pas, il est mort, très jeune, hein, d'une, tuberculose, je crois. Mmh. Il est mort à 49 ou 50 ans. 49 ans, ouais. Et donc il n'a pas pu aller malheureusement au bout de sa grande œuvre, qui était les harmonies économiques et qui se voulait être son œuvre théorique, quoi, son grand traité d'économie. Alors que jusque-là et ça on le comprend quand on voit un peu la biographie de Bastiat, bah, effectivement sa pensée semble un peu éparpillée, un peu difficile à appréhender, bah, parce qu'il n'a pas cherché à construire une pensée unifiée. C'est qu'en réalité, d'abord c'était quelqu'un qui avait vécu une vie avant, c'est-à-dire, il avait, travaillé dans le commerce et puis il avait été, propriétaire agricole justement. Il s'était intéressé, aux problématiques que ça pouvait poser en termes de gestion et cetera. Enfin, il y a eu plusieurs vies comme ça et c'est vraiment, lorsque, un jour il se fait connaître, par un article, qu'il écrit, pour le Journal des économistes et qui est repris et qui a beaucoup de succès. À partir de là, on commence à lui en demander d'en écrire d'autres et puis, finalement, bah, il se voit propulsé un peu, économiste, puis ensuite homme politique il sera député au moment de la révolution de 1848, enfin c'est il a vraiment une vie, intéressante pour ça. Il aura connu d'ailleurs plusieurs révolutions. Il a participé à celle de 1830. Mais donc voilà, il s'est un peu improvisé économiste, mais au fur et à mesure quand même tout ça s'est construit et on sent qu'à chaque enfin c'est important de voir quand même la date à laquelle il écrit les différentes choses. Et donc si on veut aller, directement vers les passages les plus, les plus tardifs et donc qui devraient être les plus élaborés, je trouve qu'on tombe sur des choses peut-être moins faciles à lire, mais nettement plus riches. Et donc, sa théorie de la valeur, alors, j'ai pas tout lu justement dans les harmonies économiques, de Bastiat parce que quand je lis quelque chose comme ça me prend énormément de temps pour le digérer parce qu'il y a tellement de choses profondes, dedans. Chaque phrase est tellement importante et à sa place que voilà, du Bastia, pour moi, c'est comme du Hayek, vraiment il faut vraiment arriver à l'encaisser, textuellement parlant, quoi, je veux dire. Et donc là, j'avais choisi son chapitre sur la valeur parce que je m'étais dit: «Tiens, je serais intéressé de savoir ce que Bastia a à dire sur la valeur» parce que j'ai toujours peiné un petit peu, j'ai toujours vu trop de contradictions
dans la manière dont d'autres économistes, y compris très célèbres chez les libéraux, des Smith, des Say, Mmh. des, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, les noms m'échappent à l'instant pour les autres, mais, heu, tous ces économistes-là définissaient la valeur et il y avait comme ça des contradictions. Alors est-ce que c'est l'utilité? La Est-ce que c'est valeur la rareté? Est-ce d'échange, que c'est le ouais. travail? Est-ce que c'est, la valeur d'échange et cetera? Et chez Bastiat, je vois un petit peu ce qu'il va en dire et c'est marrant parce qu'il s'est fait exactement les mêmes réflexions que moi je me fais. C'est-à-dire, il commence par dire: «Attendez, la théorie de la valeur, je vous préviens, ça va être super chiant à étudier». Il dit pas dans ces termes, mais enfin, c'est l'idée. Il dit: Voilà, ça va être une purge, mais je suis bien obligé de vous l'infliger parce que si on se met pas d'accord là-dessus, on s'entendra jamais sur le reste» et il dit, énormément de désaccords et de mécompréhensions en économie viennent de ce qu'on a mal défini la valeur et que voilà, sur cette simple mésentente de langage, il y a énormément d'erreurs qui sont fondées. Hem et donc bon, sa théorie de la valeur, je trouve que justement, alors lui, il prend les théories des uns et des autres et il dit en quoi ça lui convient pas et qu'est-ce que la sienne vient résoudre et effectivement, je trouve qu'elle vient pallier à toutes les insuffisances, en fait, comment dire? Toutes les contorsions qu'on est obligé de faire chaque fois qu'on parle de ce qu'est la valeur en disant, «Oui, mais ça dépend aussi de ci, ça dépend de ça, et ça dépend si on est dans tel contexte ou dans tel contexte». Lui, il donne une définition, qui est beaucoup plus claire et sa définition, c'est que la valeur, c'est pas, c'est ni dans la chose d'abord, qu'on échange, qu'on se vend. C'est pas non plus dans l'usage qui en est fait, c'est pas forcément c'est pas forcément défini uniquement par l'échange ou plus exactement, c'est caractérisé par l'échange, mais ce que ça recouvre la valeur, c'est le service qui est échangé et il dit finalement, comment dire? Dans l'usage qu'on fait d'un bien, qui nous sert à nous nourrir, nous déplacer, nous éduquer, que sais-je et ben, il y a une partie qui est, ce qu'il appelle une utilité gratuite et celle-là, elle est fournie par la nature. Il n'y a pas eu d'effort supplémentaire requis pour la mettre à disposition, de soi-même ou de son prochain et donc ça n'a pas de c'est pas que ça n'a pas d'utilité, c'est utile, mais simplement ça n'a pas de valeur au sens, valeur marchande parce que, il y a pas eu besoin finalement de s'infliger un effort pour en profiter de Mmh. cette utilité-là et donc il y a pas eu, bah, comment dire? De marché pour s'échanger cet effort-là. Il disait l'avantage de ne faire porter la valeur que sur l'aspect service, c'est que, autant les besoins, qu'on éprouve et leur satisfaction, c'est quelque chose qui est pas transférable, alors que les services, c'est transférable. C'est quelque chose qu'on peut se faire les uns pour les autres, quoi. Voilà. Alors qu'on ne peut pas consommer à la place des autres ou avoir envie, ou souffrir à la place, des autres et il dit donc voilà, la valeur finalement, c'est ce qu'on voit s'échanger sur le marché, mais ça ne désigne que le service qui a été apporté, à un bien ou une prestation, on va dire, l'effort qui a été apporté pour que ça devienne, enfin pour que l'utilité soit effectivement, comment dire? Enfin qu'il remplisse sa fonction en termes de satisfaction du besoin. Et il dit: «Cette valeur-là, en tendance, elle a tendance à diminuer». C'est-à-dire, en fait, la part d'utilité, gratuite, donc sans effort, cette part, avec le temps, a tendance à s'accroître et il dit: «C'est pour ça que, finalement, les communistes seront contents, parce que la nature nous mène, en quelque sorte, au communisme». Enfin, le système économique, fait que, par les efforts successifs des uns et des autres et bah, la part d'utilité gratuite augmente. Alors que la part, de service et donc qui est rémunérée et qu'on qu'on désigne sous le nom de valeur, lorsque ça se fait, sur le marché, et cette part-là tend à diminuer. Mais là où j'ai trouvé la théorie intéressante et je serais obligé de dire aux gens, bon c'est peut-être pas très clair ce que je raconte, mais vraiment qu'ils aillent lire le truc parce que c'est long, mais c'est extrêmement utile et extrêmement clair. Il me semble, c'est limpide, en tout cas pour qui aime bien les formes littéraires, des choses. Là où ça m'a frappé, c'est que simplement, heu, il faut comprendre par là que la valeur, c'est quelque chose, qui est positif si on se dit: «Bah, tiens, c'est un prix qu'on a bien été obligé de payer pour profiter d'un bien quelconque, donc
que des gens aient payé pour et cetera, ça signale une activité économique qui est plutôt positive. Mais en soi, si on pouvait s'en passer, c'est-à-dire si on pouvait avoir toute l'utilité gratuite sans avoir besoin du service, qui génère de la valeur sur le marché, ce serait encore mieux. Et c'est là où je mets ça en lien avec des théories de la croissance et je suis pas encore allé, totalement au fond des choses, mais c'est que finalement, alors lui n'emploie pas cette expression, mais moi je résume en disant que, il verrait la valeur comme un mal nécessaire. OK, Tu vois? ouais. C'est-à-dire, quelque chose, une activité économique, qu'on est bien obligé d'avoir pour mettre, pour mettre, la nature et tout ce qu'elle produit, au service de la satisfaction des besoins. Mais c'est vraiment parce qu'il faut le faire. Autrement dit, c'est pas parce que je vais, essayer de stimuler la création de valeur et là tu me vois venir, keynésianisme et tout ça, c'est pas parce que je vais réussir à générer de la création de valeur que cette valeur-là, aura la même, comment aura la même importance, aura la même, c'est difficile de pas réutiliser le mot valeur, mais tu vois, aura la même vertu. Parce que finalement, S enfin, comment dire? Elle est, oui, on se l'inflige que si vraiment, on avait encore plus d'intérêt à se l'infliger qu'à ne pas se l'infliger. Mais mais en réalité, dans ce sens-là, si la croissance économique, ça mesure ce que Bastia désigne sous le nom de valeur et il me semble que c'est plutôt le cas, aujourd'hui dans la manière dont est comptabilisée, la croissance économique. Finalement, je me dis, «Tiens, je revois un petit peu mes idées sur la croissance». Moi qui étais plutôt du genre à penser comme pas mal de gens, chez les libéraux, je pense, peut-être moins chez les bitcoiners, mais en tout cas chez les libéraux pas mal, le fait que la croissance c'était forcément quelque chose de bien, forcément quelque chose de positif. Je me dis, ouais, ça dépend si elle est vraiment quelque chose qu'on constate ex post ou si elle est quelque chose qu'on a cherché à générer. Mmh. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en effet, quand tu fais cette lecture de la valeur, en fait, tu ne peux pas ne pas évoquer, bah, le besoin qui est ressenti de manière totalement individuelle et subjective par l'individu, en fait, qui va agir sur le marché et la manière dont l'individu va aborder son environnement, le monde, pour trouver, en fait, une fin, donc une résolution de son besoin par la suite et c'est toujours, je sais que et c'est intéressant en effet de cette idée de la valeur gratuite en fait où plus tu vas avancer dans l'économie, plus quand le capital va se complexifier, plus quand les détours de production vont s'allonger, en fait, on va progressivement mettre derrière nous des anciens besoins qu'on valorisait commercialement parce que du coup, il y avait vraiment pas le choix. Mais du coup, en fait, ce sont des besoins qui vont commencer à s'estomper et on va continuer comme ça à avancer, avancer, avancer. Mais il y a toujours cette idée, moi, de et ça, c'est Ludwig von Mises qui en parlait. Il disait en fait que le c'est toujours une volonté de l'action humaine, de l'individu de tendre vers, justement cet état de repos, donc cette résolution, sans cesse du besoin. Par contre, cette résolution, elle sera toujours temporaire et une fois qu'on aura résolu, ce besoin, en fait, on va retrouver un autre besoin et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au final, la la question que je vais te poser, c'est que en fait, est-ce que le progrès, est-ce que la technologie, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'en fait tout ça, est-ce que en fait, pour moi, ça va absolument rien changer au problème fondamental de l'économie, c'est que l'homme va toujours agir parce que l'homme, en fait, aura toujours des besoins et on aura toujours, en fait, de la création de valeur sur le marché et in fine, en fait, on aura toujours cette notion de croissance qui sera présente parce que même si on enfin, il y aura toujours quelque chose, en fait, à créer, à Beh, valoriser, alors là, je suis d'accord, mais en partie seulement. Parce que, il me semble que ce que j'aime bien dans le marché libre justement, c'est qu'on peut arbitrer, comme on veut, au niveau individuel et donc, par agrégation au niveau social. On peut faire cet arbitrage qui est intéressant, entre, enfin comment dire? Le temps libre qu'on souhaite, avoir juste pour profiter comme ça de la vie de manière, méditative, contemplative mmh et l'effet rebond, comme diraient les écologistes, qu'on cherche à avoir. C'est-à-dire: «Tiens, je me suis, rendu quelque chose de disponible avec moins d'efforts, le différentiel dont je dispose désormais, je vais l'employer à autre chose». Donc par exemple, moi, tu vois, ça me choque pas forcément, que la santé soit beaucoup plus chère qu'auparavant. Je pense que même si bien sûr c'est déformé
par des tas d'interventions étatiques, heu, c'est pas du tout, c'est pas du tout déconnant qu'aujourd'hui, on mette, beaucoup plus de proportions de notre dépense, sur, le fait de s'occuper de sa santé, Mmh. de son éducation, de ses loisirs ou de choses comme ça. Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Mais après, bon, il y a quand même, il me semble qu'il y a quand même une limite, qui est très subjective, très individuelle et qu'on n'atteindra peut-être jamais, mais il y a quand même une limite à comment dire? À l'agitation économique, au fait de vouloir, produire, produire. C'est-à-dire que moi, si j'imagine et ça parfois j'en parle à mes étudiants, quoi, enfin, qu'est-ce que vous feriez si demain vous pouviez avoir tous vos besoins qui seraient satisfaits, sans avoir, d'efforts à fournir, sans avoir à travailler? C'est-à-dire, vous avez le niveau de confort que vous avez aujourd'hui, mais voilà, plus besoin de travailler. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Et c'est là où, bah, il y a pas de bonne réponse, bien sûr. La réponse est très variable, mais je veux dire, je trouve ça très sain que certains, disent: «Bah, tiens, moi, à ce moment-là, bah, j'irai, bah, je ferai un autre travail, un truc, je sais pas, j'apprendrai un autre travail». D'autres qui me disent: «Bah, moi, je ferai de l'humanitaire», d'autres qui me disent: «Bah, moi, je boirai des cocktails, sur la plage», tu vois? Ou d'autres qui vont me dire: «Bah, tiens, moi, je ferai de l'art», enfin, j'en sais rien. Mais tu vois? Et toutes ces, comment dire? Toutes ces manières d'employer ces ressources nouvellement, dégagées, toutes n'ont pas le même, impact sur la croissance. Il y en a finalement qui vont générer de la croissance et d'autres non. C'est-à-dire si finalement je passe mon temps à faire, je sais pas, à faire de la musique, du surf, et à méditer, bah, ça risque de pas être comptabilisé dans le PIB. Et si je pars toujours bah, tu vois, par hypothèse, hein, je pars toujours du principe que mes besoins sont satisfaits parce que, je sais pas, on a inventé une super IA, qui fait tout à ma place, qui est déjà amortie et cetera. OK, très bien. Heu, c'est pas une mauvaise chose, en soi, quoi, tu vois? C'est pas, Ce que je trouve super intéressant dans tout ce que tu dis, c'est que en fait, là, on parle d'économie, mais au final, on dépasse même l'économie parce qu'on pourrait même parler, de philosophie, de presque d'anthropologie parce que comment est-ce que l'homme fonctionne? Qu'est-ce qui va le motiver? Qu'est-ce qui va le mouvoir en fait bah, on retombe dans toujours dessus, en fait. ouais, Pour exactement pour et ça peu et pour peu qu'on réfléchisse suffisamment, bah, que je parle de numérique et que je parle d'économie pure, ou de toute autre chose, on retombe toujours sur ce côté, finalement, bah, qu'est-ce qui nous motive dans la vie, quoi? Pourquoi on ouais, est là? Qu'est-ce qu'on cherche à faire, par ouais, rapport à nous-mêmes, par rapport à nos prédécesseurs, nos descendants et cetera? On en revient ouais. toujours là. Ouais et d'ailleurs juste alors petite parenthèse là-dessus parce que là je vais mettre une petite pièce dans la machine mais et c'est là où je trouve que les Autrichiens, tu vois, ils ont été, leur théorie économique est extrêmement solide en fait parce que c'est là où l'axiome de l'action humaine, il prend tout son sens. Parce que là, si tu enlèves la notion de la croissance comme étant le seul synonyme de richesse, si tu enlèves tous les indicateurs comme le PIB, tout ça, en fait, on enlève tout ça, on prend l'économie, donc l'homme face à ses besoins, et les Autrichiens en parlent très bien, en fait. L'économie, ce n'est pas uniquement de l'économie qui est financiarisée, monétarisée et cetera. Tu as toute une partie de l'économie qui ne rentre pas dans ce spectre-là et pourtant qui est l'économie. Tu parlais tout à l'heure de comment les individus vont valoriser leur temps. Comment est-ce qu'on va valoriser nos loisirs? Comment est-ce qu'on va valoriser la manière dont on utilise notre énergie, notre temps pour faire des activités qui répondent à nos besoins? Parce que tout à l'heure, quand tu parlais de tes étudiants qui vont: «Oui, si tous mes besoins demain sont satisfaits, bah, je vais commencer à apprendre un autre métier, je vais faire de la guitare et cetera». Mais au final, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, si ce n'est un autre besoin. Parce que quand tu vas te mettre à apprendre un autre métier, quand tu vas te mettre à apprendre de la guitare, bah, en fait, c'est ton besoin nouveau, c'est tout simplement, bah, que tu as envie de faire la guitare parce que tu as une fin où tu projettes que tu vas maîtriser, le fait de faire de la guitare parce que tu vas te sentir mieux, toi. Et là, Ouais, les mais Autrichiens un besoin qui va peut-être pas générer un échange et donc va peut-être pas, tu vois, avoir une valeur de marché qui sera comptabilisée et donc ça change tout par rapport à la manière dont notre vie politique telle qu'elle est structurée, aborde la prospérité économique. Parce qu'on a du mal, en fait, à ne pas voir la prospérité, enfin, oui, on a du mal à voir la prospérité économique dans autre chose que dans la croissance et j'ai exactement, l'impression qu'il y a ceux qui ne voient que la croissance comme, quelque chose de positif. Il y a ceux qui, au contraire, pensent que la croissance, c'est forcément mal parce que, par définition, ça crame des ressources, ça détruit l'environnement, ça nous détourne des choses, essentielles ou que sais-je, il y a plein de raisons et moi, j'ai l'impression que je me situe de plus en plus, bah, quelque part enfin, je sais pas si c'est entre les 2 ou si c'est,
sur un autre spectre parallèle, mais j'ai du mal à acheter l'une ou l'autre de ces visions, telle qu'elle est présentée, Ouais, ouais, de toute façon, moi, le problème traditionnellement. et ça, on en parle tout à l'heure. Moi, le problème que j'ai avec, en fait, cette vision de l'économie, de la croissance, c'est forcément de la hausse de la consommation, c'est forcément de la hausse de la production. Enfin, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on est sur une vision très, très keynésienne de comment est-ce qu'on mesure la richesse. La richesse, elle est pas la consommation, la dépense n'est pas forcément synonyme de richesse, quoi. Consommer du capital ne veut pas forcément dire, production de richesse. Parce que toi, là, je mets ma casquette de toujours d'Autrichien, mais toi, un Autrichien va dire: «Mais non, en fait, là, la consommation n'est pas synonyme de richesse. L'accumulation de capital est une meilleure, en fait, mesure de la richesse que sa consommation, tu vois? Et pour moi, j'en reviens toujours à la même chose et en fait, tu vois, c'est comme ça que moi je vois le progrès. Alors je sais pas si c'est comme ça que toi tu le vois, mais si tu prends comme ça ce point de départ que l'homme agit toujours, dans un but intentionnel pour améliorer sa situation présente vers une situation future qui ne le sera pas, qui sera soit moins satisfaisante. En fait, tu peux dire, en fait, que le but du progrès, le but de la technologie, c'est justement, en fait, en quelque sorte, humaniser l'homme de plus en plus. C'est-à-dire, lui enlever toutes les tâches, qui valorisent moins son individualité, moins sa créativité, moins son ingéniosité et c'est-à-dire, si tu prends l'histoire économique des 200 dernières années, c'est un peu ça, tu vois? C'est un peu comme ça que moi je le vois. C'est que le gars avant, il était dans son champ, il en chiait, on a inventé une machine pour qu'il ait plus à faire ça, donc on a enlevé sa force physique par une autre force mécanique pour venir le remplacer. Après ce gars-là, on va dire, il a été bosser à l'usine, on a fait la même chose. Après ce gars-là, il a été bosser dans une usine avec un métier moins contraignant, on a fait la même chose. Après il bossait dans un bureau, on a fait la même chose. Après il était développeur, numérique. En fait, toutes les tâches un peu redondantes, qui mettaient pas véritablement en valeur sa vraie humanité, le marché, en fait, est venu les remplacer par autre chose et au final, la personne, elle arrive en fin de course face à elle-même et vraiment à découvrir ce qu'elle veut véritablement faire. C'est-à-dire que tous ses autres besoins, ils sont remplacés et maintenant on te dit: «Mais en fait, le but du progrès, c'est toi face à toi-même, heu, crée tes propres besoins et va, seul vers tes propres fins», quoi. C'est un peu comme ça que je le Oui, bah, alors là, je suis entièrement d'accord, mais là où je mets une petite réserve, c'est que, ça n'est il y a quand même quelques aspects négatifs. Les aspects positifs, tu les as très bien décrits, donc j'y souscris à 100 et donc je vais exprès pinailler sur les réserves que je peux y apporter. Mais justement, le fait dans mon hypothèse, tu sais, ou dans ce que tu décrivais, hein, quand des machines font tout et y compris maintenant le travail intellectuel et cetera. Déjà, il y a un petit côté perte de lien avec, l'élément. Or quand même, on est une collection d'atomes, tu vois? Enfin, c'est pas pour rien qu'on se sent bien quand on fait des sports en pleine nature, des choses qui nous connectent comme ça avec les éléments. C'est parce que finalement, on n'est pas qu'un petit cerveau comme ça, dans un vide. Donc déjà le fait de ne plus avoir à toucher, quoi que ce soit dans les champs, de plus avoir à bricoler quoi que ce soit, tu vois? Ça je pense que dans un sens, il va manquer quelque chose. Sans parler du côté, notre forcément, quand plus on a de bonnes technologies, plus on est dépendant de ces technologies et il y a un petit côté un peu déplaisant, hein. Je veux dire, on aime bien et tu verras d'ailleurs chez les libéraux, tu as constaté cette fascination parfois pour le survivalisme, et ces choses-là. Et tu vois, c'est un peu contradictoire avec l'idée libérale de progrès économique, société complexe et compagnie, alors que finalement le mec veut aller, voudrait savoir et voudrait être capable de vivre tout seul dans les bois s'il le pouvait. Donc tu vois, je me dis, voilà, donc 1re, réserve, ça va être, ça va être ça, cette perte de connexion. Et puis, et alors la 2e chose, la deuxième remarque, c'est pas une réserve, mais c'est que je trouve intéressant qu'on soit arrivé justement au stade où aujourd'hui, on peut faire par IA, heu, non seulement les tâches qui étaient considérées comme intellectuellement pénibles, mais même celles qui peuvent, aboutir, à des choses, gratifiantes, valorisantes. Par exemple, je sais pas, l'IA qui va te faire, de la musique. Est-ce que Mmh les mh. gens vont vraiment écouter de la musique faite par IA? Bah, j'ai pas la réponse, mais moi, je sais qu'en tout cas, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que même quand, sur mes groupes préférés, je vois passer des chansons de ce groupe-là générées par IA, je suis même jamais allé écouter parce que je me dis, pour moi, la valeur venait du fait que c'était des êtres humains derrière qui avaient mis l'intention et donc je soupçonne que la plupart des auditeurs préféreront toujours quelque chose, d'authentique, même si ce sera peut-être moins bien composé, moins bien arrangé, et cetera. C'est parce que justement,
ce qui nous plaît dans l'art, c'est le côté humain, c'est l'intention Mmh. humaine, quoi, finalement, tu Totalement, vois? ouais. Donc et c'est là où on se dit, bah, finalement, oui, les machines peuvent nous remplacer sur tout, mais de toute façon, quelle est enfin, elles pourront jamais expérimenter les choses humaines à notre place, tu vois? Elles pourront jamais jouir à notre place Totalement, hem et donc c'est là où je me dis, bah, pourquoi est-ce que je disais ça d'ailleurs? J'ai perdu le fil de bah, enfin, tu vois, je suis en tout cas tout à fait d'accord avec le fait que oui, c'est ça le but du progrès, mais c'est à nous de voir jusqu'où on veut le ouais, bien pousser, sûr, quoi et moi je me méfie un peu des changements trop rapides. Parce que là encore, biologiquement, je pense que notre biologie est construite justem est construite d'un point de vue évolutionnaire, sur une certaine, somme de contraintes qui étaient les nôtres et si demain justement on a un corps qui est encore adapté à nos besoins, d'il y a 3 000 ans, mais qu'on est aujourd'hui justement où, bientôt on en serait au stade où tous nos besoins sont satisfaits automatiquement et je me dis: «Est-ce qu'il va pas avoir une dissonance comme ça entre notre, aspect biologique, et tu vois? Et le monde, technologique dans lequel on vit. ouais, non, c'est une question qui est très, très intéressante. C'est une question qui est vraiment profonde, hein, je pense, philosophiquement toi, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que toi, par exemple, si tu prends une activité comme la cuisine, tu vois? La cuisine, je pense que Mmh. c'est une belle image, en fait, parce qu'à la base, quand tu cuisines, c'est parce que tu as pas envie de mourir de faim. Et tu pourras dire, en fait, le besoin de la faim c'est plus un besoin maintenant pour les sociétés, on va dire, occidentalisées, développées, même d'ailleurs au global sur terre, c'est presque, plus un besoin dans beaucoup, dans la majorité des pays. Par contre, tu as encore des mecs, hein, et même si c'est plus un besoin, ils vont se casser le cul à faire de la gastronomie, tu vois? C'est-à-dire que tu vois, en fait, d'un Oui, ancien besoin très vital, bon exemple, bien on sûr. a toujours, en fait, on y revient toujours et je peux faire la même chose avec la lecture, tu vois? Par exemple, l'IA aujourd'hui, elle va te condenser des bouquins dans des résumés extrêmement bien faits, comme toi, ça te permet de te dire: «Bah, tiens, toi, ce bouquin, j'ai pas forcément à le lire, je vais juste lire ce résumé-là». Avant, j'aurais eu besoin de le lire, de le parcourir parce que j'en avais besoin pour écrire tel ou tel article ou là. Aujourd'hui, tu peux t'affranchir de ça et en fait, ce temps humain que tu libères à ne pas avoir lu ce bouquin et bah, ça peut être un temps humain qui va te libérer pour toi, pour lire le bouquin que tu veux véritablement lire, tu vois? Tu vois ce que je veux Oui. dire ou pas? Oui, En mais fait, tu tout vois, tout à fait, je suis d'accord, ouais. c'est un peu comme ça que je vois le progrès, moi, c'est que ça va pas forcément, déshumaniser, l'approche de l'homme avec le monde sensible. Au contraire, ça lui libère son temps et son énergie pour qu'il puisse faire véritablement, ce qu'il souhaite faire. Si si aujourd'hui tu as plus besoin de chasser pour ta nourriture, ça va pas t'empêcher d'utiliser ton temps libre pour t'essayer à devenir, propre cuistot ou à devenir un avide lecteur, vraiment te plonger dans les auteurs qui t'intéressent véritablement, toi. C'est un peu la manière dont je vois les choses la et c'est pour ça que moi, Comme tu vois. la cuisine est un bon exemple, on pourrait dire aussi le bricolage, c'est pareil. Moi, je veux dire, Ah par ouais, exemple, totalement, ouais. j'aime bien bricoler, alors que, si j'applique la théorie de l'avantage comparatif, j'ai absolument, aucun intérêt à faire des bricolages moi-même ou à changer, mon pommeau de douche ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois? C'est un non-sens économique, absolu et pourtant j'y prends un certain plaisir. Alors est-ce Ouais, que c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose moi-même? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, récemment je montais un meuble? Bah, pour moi, c'est du temps assez reposant, en fait, de monter un ouais, bah, meuble c'est parce ça. qu'intellectuellement, c'est reposant, il y a un côté satisfaisant, tu fais des choses de tes mains et tout ça et donc moi, tu vois, je sais que j'ai besoin de maintenir une certaine dose comme ça, d'activité, de bricolage, de jardinage ou autre, hem, simplement pour contrebalancer, justement la surstimulation intellectuelle, vers laquelle je peux tendre quand, j'ai envie, de lire, d'écrire, de réfléchir et cetera. Donc voilà et je me dis: «Bon, bah, c'est certainement pareil pour beaucoup de gens». Donc donc voilà quoi, je pense c'est à chacun vraiment et je peux pas dire à l'avance, pour reprendre cette intuition hayekienne, je peux pas dire à l'avance quel sera le niveau optimal justement, d'arbitrage comme ça entre, travail et temps libre, entre, préférence pour le passé ou pour le futur, pardon pour le présent ou pour le futur, ou quel sera le bon arbitrage, entre, activité, manuelle, ou intellectuelle. Mais je trouve ça très bien, en tout cas qu'on ait ce choix. Et j'aime bien qu'il puisse se faire au niveau individuel plutôt qu'au niveau social. Parce que ça, c'est ce qui m'énerve en France, c'est qu'on a toujours souvent on pose les bonnes questions, on a les bonnes réflexions, on a les bonnes intuitions
et on peut pas s'empêcher de vouloir résoudre le problème au niveau social, tu vois? C'est au niveau collectif. Heu, Ah bah, voilà, c'est la c'est pas ouais. toujours entièrement faux, mais enfin quand même, voilà, que comme premier réflexe, je trouve ça toujours dommage. Donc moi je veux dire, je suis enfin quand je vois les documentaires, d'Arte, enfin je les vois pas d'ailleurs, je lis les titres sur YouTube en général, Mmh. mais qui posent des questions très pertinentes justement sur la croissance, sur le profit, sur, des tas de choses comme ça, mais qui sont truffées de gens qui interviennent en disant, «Ah, nos sociétés maintenant font ci alors qu'avant elles faisaient ça et dans le futur, il faudrait qu'elles fassent ça». Et allez vous faire foutre quoi! Je veux dire, Les c'est vous ah avez pas oui, la même vie que moi et j'ai pas la même vie que le voisin et ça se comprend quoi, tu vois? ah Donc bah, totalement et c'est pour ça que ouais, totalement, de toute façon, c'est tout ne peut s'apprécier au niveau individuel, hein. Ça, c'est clair. Après je pense dans l'histoire de la pensée française, il y a c'est à la fois notre histoire très centralisée avec cette surpuissance du législateur dans la vie sociale et c'est vrai qu'on a toujours l'impression, en fait, que chaque problématique doit trouver sa solution du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut et ça, en effet, ça plus aussi entre guillemets, «cette tare purement française de surintellectualiser tous les problèmes», en alors plus, ouais. que des fois, la simplicité est la meilleure des perfections, hein, comme disait, Vinci, hein, donc des fois, faut pas aller chercher trop loin. Des fois, la vérité, la simplicité, c'est juste devant nos yeux, hein, sous notre nez et on n'a pas besoin, voilà, de partir dans des trucs, comme ça, quoi. Mais, mais voilà, puis moi vraiment moi ce que j'aime bien dans ce genre de débat sur l'IA, sur la technologie, tout ça et ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça je vais te poser la question. Mais pour moi, tu vois, juste dire, ouais franchement, tu vois, pour moi, c'est vraiment l'axiome de l'action humaine chez des Autrichiens. En fait, elle suffit même à expliquer ce genre de choses, quoi. C'est que, heu tu agiras dans ton but, individuel, subjectif, personnel et en effet, tu peux calculer a priori les coûts d'opportunité, machin, mais tu ne pourras apprécier qu'a posteriori si ton action, elle a été bonne ou pas, quoi. Et juste, alors une question que je te pose parce que moi je sais que c'est une question aussi que j'ai des fois avec certaines personnes et ça me casse un peu la tête, mais, si qu'est-ce que toi tu penses de la question ou de l'affirmation que, cette approche-là par exemple, l'axiome de l'action humaine, c'est une approche quasiment religieuse en fait, où, voilà, je sais p ouais, je te lance la C'est, question parce que je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Je sais même pas si toi d'ailleurs tu te considères comme un Autrichien ou si tu aimes bien cette bah, école de pensée-là ou pas? c'est pendant longtemps, je me suis considéré comme un pur Autrichien et en fait, aujourd'hui, de moins en moins, au sens où même si c'est probablement le courant de pensée dont je me sens le plus proche, heu, je n'aime pas certaines tendances, chez les Autrichiens, justement avoir une forme de religiosité, d'abord par rapport à leur, figure, tutélaire, on va toujours parler de saint Rosbart, de saint, Misès et cetera. Et souvent d'ailleurs en oubliant un peu au passage, Hayek, qui est pourtant mon préféré, me Ah semble-t-il. ça j'aime Moi, mes beaucoup 2 Hayek économistes aussi, ouais. préférés, Ouais, ouais. c'est vraiment Bastiat et Hayek, hein, je Ah reviens toujours à eux. bah, Mais on est d'accord. voilà. Mais souvent les Autrichiens et notamment au Mises Institute, ont tendance à préférer, Mises, Rothbard et quelques autres. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que justement parfois ils ont un petit peu cette tendance à avoir été tellement éblouis par la lumière qu'ils ont vue que, ensuite, ça y est, ils ont décidé ce qui était le vrai, ce qui était le faux, ce qui était la bonne méthode, la mauvaise méthode, ce qui était, les frontières de la science et cetera et ensuite à distribuer les bons et les mauvais points, partout ailleurs, et finalement se refermer un peu trop sur eux-mêmes et du point de vue de la méthodologie économique, à proprement parler, bah, leur méthode purement a priori, c'est déductive. Hem, alors c'est peut-être moi aussi qui la comprends mal ou qui la caricature, donc je voudrais pas détruire un homme de paille, mais il n'empêche que j'ai l'impression parfois que, heu, si on comprend un peu trop étroitement leur manière de raisonner, et bien, il y aurait jamais besoin, en quelque sorte, de confronter, des idées au réel. Il y aurait jamais besoin de vérification empirique parce que finalement, voilà, si tes présupposés sont enfin, tes hypothèses sont bonnes, tes axiomes, ce que tu veux, bah, ensuite, voilà, tu déduis logiquement, rigoureusement et donc après tout ça ne peut être, que vrai. Il me semble que justement, à mesure des étapes, il y a trop de choses qui se perdent, et qui sont pas réductibles à des mots quoi, à du langage et qui font que par la méthode purement déductive, si vraiment on s'affranchit de la validation empirique, je trouve qu'on peut parler longtemps et s'envoyer à la figure, des arguments pour prouver tout et n'importe quoi.
je suis pas non plus pour l'approche inverse qui consiste à vouloir absolument voir une preuve chiffrée, mesurable, donc tous les Mmh. zététiciens m'emmerdent et cetera. Mais voilà, je trouve que là encore, j'essaie de me faire une vision nuancée entre les 2 et en tout cas de voilà, en fait, j'ai tellement baigné aussi chez les libéraux et chez les autrichiens que forcément je suis un peu plus sensible, depuis quelques années, à toutes les voix critiques de ça, mais juste pour voir un petit peu ce qu'ils ont pu voir de juste, dans leurs critiques. Et Mmh. j'aimerais juste que tu me reformules ce que tu disais sur la religiosité. Je suis pas sûr d'avoir compris la critique qui est faite, Non, bah, c'est justement, en à fait, la, c'est la critique praxéologie. la critique, c'est ça, en fait, c'est que la critique qu'on peut faire aux Autrichiens, c'est que oui, vous partez de votre axiome de base, donc l'homme agit et et alors je pense qu'il y a beaucoup, en fait, de mécompréhension aussi sur comment on peut construire un argument scientifique, logique, déductif à partir d'un axiome. Je pense que les gens, en fait, ne comprennent pas que si l'axiome est vrai, tu peux pas le réfuter et en fait, tout ce qui va en déduire, toute la en fait, est forcément vrai si tu pars de l'axiome en question, quoi. Par exemple, en géométrie euclidienne, tu vas pas, tu pas besoin de prouver à chaque fois de manière empirique, en partant du particulier que, bah, par 2 points passe une seule droite, tu vois? Tu vas pas refaire de manière empirique ce raisonnement à chaque fois que tu vas t'engager en géométrie dans un exercice, hein. Et je pense que les gens, en fait, ils ont ça, c'est un peu aussi le propre d'un monde actuel où l'économie, où il y a beaucoup de statistiques, on réfléchit uniquement via des ensembles agrégés et on a l'impression, en fait, que les mathématiques, l'arithmétique, les statistiques, c'est la seule manière, en fait, scientifique d'aborder une discipline. Et je pense que les gens, ils ont un peu perdu le ça, en fait, ils ont un peu perdu le côté où tu peux faire de la science sans même faire de maths. Donc tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça et je pense qu'il y a une sorte de mécompréhension sur, bah, oui, tu peux, avoir un raisonnement, logique et déductif à partir d'un axiome, sans forcément avoir besoin de le prouver de manière empirique, quoi. Oui, bah, moi je m'intéresse pas mal à la méthodologie économique pour ça et bon là encore c'est un domaine je trouve c'est très vite, complexe, c'est très, très vite ésotérique. Mais voilà, je suis d'accord avec toi sur le fait que, la déduction est pas du tout à jeter à la poubelle. Mais voilà, j'aime pas non plus me limiter entièrement à ça. D'abord, ne serait-ce que parce que, enfin même les axiomes que tu poses justement au départ, enfin eux-mêmes sont issus quand même d'une méthode inductive quoi. Finalement, la méthode déductive, ça n'est jamais que de la déduction après une dose d'induction quand même. Mmh. Ouais. Parce que enfin, en les économistes en particulier, où on aime bien dire: «Bah, il y a des choses, on peut tellement les expérimenter, du point de vue personnel, savoir, ce que c'est que, d'avoir mal, ou de chercher son intérêt ou quoi que ce soit». Qu'il y a pas besoin de prouver ça, du tout. Bah, ça c'est quand même une forme de c'est quand même une forme d'induction, qui ensuite va servir à de la déduction, quoi. Donc, Ouais. il y a jamais en fait de méthode purement inductive, ou purement déductive. Mais donc, je trouve toujours en tout cas intéressant au moins de garder l'esprit ouvert sur ce que font les autres, Ouais. au niveau méthodologique parce que, même je pense chez les courants qui vont, se moquer le plus ouvertement des Autrichiens, enfin, c'est pas parce que des gens nous sont désagréables, déplaisants, et qui nous méprisent, qui cherchent à nous exclure ou quoi, tout ça peut être vrai. Ça veut pas dire pour autant qu'ils ont tort sur toute la ligne et je trouve que parfois, il y a un peu cette com ce complexe, d'assiégé, on va dire, Mmh. qui nous fait un peu, trop vite négliger ce Ouais, qu'il peut bien y avoir de sûr, bon ouais. chez les autres et ce qu'il peut Mmh. y avoir de nul, chez nous aussi. Ouais, ouais. Non, mais tu as totalement raison et c'est vrai que c'est ça, moi, la manière dont je vois les choses parce que j'aime bien aussi échanger, moi, avec des personnes qui sont pas d'accord avec moi et je sais aussi, tu vois, tu peux avoir une personne et ça, c'est quelque chose que moi je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en effet, qui sont, on va dire, des post-keynésiens, des néoclassiques, des économistes mainstream et cetera. En fait, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'en fait, le système dans lequel, ils évoluent, le système qu'ils expliquent, en fait, ils sont cohérents dans leur système. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que le système, qu'ils expliquent très bien est forcément un système s qui est vrai, qui est bon, en fait, qui est sain, quoi. Donc tu peux avoir raison, mais si te le système dans lequel tu t'intègres, au global est mauvais, bah, en fait, ton raisonnement, il est totalement à côté de la plaque, quoi. Parce que sinon, tu pourras dire qu'un communiste jusqu'à la fin de l'URSS en 1991, en fait, il avait raison d'expliquer le communisme, mais du jour au lendemain, en fait, si tout son système s'effondre, bah, en fait, il se retrouve cul nu. Il y a une chose aussi que je voulais juste, rajouter par rapport à ce que tu disais sur, les Autrichiens et cetera.
tu as parlé de l'Institut Mises, donc je vais juste rajouter une petite chose là-dessus parce que c'est vrai que moi j'écris pour eux, donc je vais donner un peu mon point de vue par rapport à l'institut. C'est vrai que l'Institut Mises, tu as totalement raison de dire que c'est un institut, en fait, qui va s'inscrire dans la lignée classique autrichienne. Donc la lignée classique autrichienne, pour ceux qui écoutent, en fait, elle est très simple. C'est Menger, Mises, Rothbard, Hoppe, et cetera. Donc c'est cette lignée-là qu'on suit, dans cet institut-là et on parle d'Hayek, peut-être moins, ça c'est dommage. Moi, c'est Hayek, c'est un auteur que j'adore énormément et par exemple, on ne parle pas et moi, je sais que quand j'écris des articles, j'aime bien écrire aussi des articles sur Basquiat. Parce que j'ai envie de justement de faire passer, cette tradition, hein, donc c'est intéressant et pour certains Autrichiens, il y a alors je dirais que moi, tu vois, il y a certains Autrichiens qui aiment bien l'approche un peu empirique, l'approche, accumulation de données, l'approche, historique comme ça, scientifique, économique. Parce qu'en fait, ça, enfin, comment dire? Je dirais pas qu'un Autrichien est forcément contre l'accumulation de données, l'approche empirique, hein. Par contre, il sera forcément contre, et là, tu l'as très bien dit, le fait d'en découler des lois générales, quoi et ça peut être le problème. Mais par contre, je pense que la donnée, en effet, elle est intéressante parce que la donnée, des fois même, vient renseigner la théorie autrichienne de manière, des fois, assez remarquable et je vais juste, terminer là-dessus, sur ma parenthèse. Là, un des exemples qui est vraiment génial par rapport à ça, c'est sur l'émergence de la monnaie, les premières formes de monnaie historiques, hein, où on a eu en fait tu as la théorie autrichienne de l'émergence de la monnaie qui suit, très bien ce qu'a pu, dire, Karl Menger en 1892 et tu as l'autre pendant, c'est la vision institutionnaliste de l'émergence de la monnaie avec, tu sais, les temples sumériens, avec la mise en place d'un étalon, monétaire d'argent par les temples en Mésopotamie et au final, plus on avance, c'est-à-dire plus on avance en archéologie, plus on avance en compréhension de l'histoire, plus on se rend compte qu'en fait, ce qu'on pensait être vrai, c'est-à-dire que c'était les tablettes sumériennes qui étaient les premières formes de monnaie à crédit, c'était juste à lire David Graeber. En fait, plus on avance, plus on retrouve en fait des formes de monnaie marchandise argent qui précédaient ces tablettes-là et qui ont ensuite été utilisées par les temples. Donc ça, c'est marrant parce qu'en fait, l'approche empirique d'accumulation de données, de recherche et cetera, en fait, si ta théorie, on va dire autrichienne est bonne, tu devrais t'y intéresser beaucoup parce que avec le temps, les données devraient en fait et vont donner, raison à ta théorie. Voilà, c'est petite Ouais, mais parenthèse que je ferme là. je suis d'accord. Mais pour, rebondir sur ce que tu dis, sur l'histoire de la monnaie, justement, c'est une de mes bonnes résolutions, suite à une remarque de Jacques Favier, je crois que c'était dans son livre «La monnaie à pétales», je crois, où Ah, c'est fait, ouais, ouais. il le disait, qu'en gros, c'était une catastrophe quand les économistes essayaient de faire de l'histoire de la monnaie et que, ils faisaient leur histoire de leur côté avec leur théorie sur l'émergence, de la monnaie, Menger et compagnie, mais finalement, ils regardaient pas ce que faisaient les historiens à côté et je me suis dit: «C'est pas totalement faux». J'aimerais partir justement, en fait, arriver à me défaire un peu de mes conceptions économiques lorsque, j'écoute un historien qui va m'expliquer, comment pratiquer la monnaie, dans telle et telle civilisation, de quelles preuves on dispose, ce que disent les textes, et cetera. Tu vois, je me Mmh. dis, il faut là, ça fait partie un peu de cette démarche que je te décrivais tout à l'heure, qui consiste à faire l'effort aussi de se replacer dans le contexte de l'époque. Nous, en fait, on peut avoir un peu trop tendance, quand je dis nous, peut-être je sais pas, les Autrichiens, les économistes en général, avoir trop tendance à justement, avoir, enfin, se dire: «On a compris, comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, on l'a bien compris parce qu'on s'est tenu debout sur les épaules des géants et cetera et donc maintenant, on peut retourner voir le passé et dire: "Bah, tiens, ça se faisait comme ci, comme ça parce que, il y a telle et telle loi que j'ai découvert plus tard"». Mais sauf que ça marche, pas toujours, si bien quoi justement, je reviens à mon point sur les mercantilistes, qui, et qui étaient moins à côté de la plaque que ce qu'on pensait à leur époque parce que justement la monnaie ne fonctionnait pas comme elle fonctionne dans les livres, de Menger ou de ou de Rothbard ou autres. Alors que théoriquement, rien n'empêchait à la monnaie de fonctionner, à l'époque médiévale, comme elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire rien n'empêchait finalement de faire des substituts monétaires avec des bouts de papier, même des promesses orales ou ce que tu veux. Mais en pratique, ça se faisait pas et dans un sens, tu vois, il faut juste le constater. Il faut dire: «OK, donc ça se faisait pas» et voilà, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être aussi ça qui a pu, mener beaucoup de gens à penser que la raréfaction monétaire était un problème. Mmh. Tu verras aussi dans mon cours d'histoire de la pensée,
J'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer l'épisode de John Law, et le système de Ouais. John Law et Mmh. ben là aussi, tu vois, j'ai vu quelque chose qui était, bah, plus complexe que ce qu'on m'en avait raconté, plus complexe que ce que je pensais, qui reste une gigantesque, arnaque, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire l'idée, par exemple, de la monnaie papier pour pallier aux imperfections de la monnaie marchandise et notamment quand, elle était un peu trop visqueuse dans sa circulation, en soi, c'était pas idiot. Ça a été mis en place d'une manière qui était, une escroquerie dès le départ, et qui même s'il n'avait pas été au départ, le serait de toute façon devenu. Mais l'intuition, enfin, ce serait bête, par exemple, de jeter l'idée de papier-monnaie, hem, juste en se basant sur l'expérience de l'eau. Et Ouais. d'ailleurs, c'est un des trucs, moi ce qui m'intéresse dans le débat actuel, chez les libéraux, les Autrichiens et bah, particulièrement chez les Autrichiens justement, il y en a qui sont pour Bitcoin et d'autres moins. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il y en a hem, qui sont tellement bloqués sur l'idée de monnaie marchandise que pour eux, c'est inconcevable justement qu'on puisse essayer de recréer, enfin de singer l'or finalement, mais avec quelque chose, qui n'est que virtuel. Alors que d'autres justement, ben, ont une vision beaucoup plus, comment dire? Ouverte. Enfin, voient la monnaie comme ce registre, finalement le système monétaire comme un registre de dettes et de créances et finalement c'est pas plus idiot de le faire, enfin si on peut se débarrasser des inconvénients de l'or pour le faire, bah, pourquoi pas? Ça pose un tas de nouveaux problèmes, mais je veux dire, je trouve intéressant de voir que quelque chose comme Bitcoin, par exemple, ne fait pas l'unanimité chez les Autrichiens et là encore, je vois un peu des bons arguments des 2 côtés. Donc bon voilà, une longue Ouais, réponse pour la non, question que non, tu me mais posais. bien non, mais bien sûr, là, je pense qu'on l'a, on va terminer l'épisode de podcast en parlant justement de Bitcoin, hein, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Juste avant ça et là, tu avais totalement raison et je suis 100 d'accord avec toi. Un économiste qui n'est qu'un économiste hein, est un mauvais économiste, hein. C'est pas Comme moi qui disait le dis, Hayek. comme disait Hayek, exactement, c'est pas moi qui le dis, c'est Hayek, hein et Rothbard disait la même chose, en fait. Un historien qui n'est pas économiste ou un économiste qui n'est pas historien sont soit un mauvais économiste, soit un mauvais historien. Et en effet et moi, par exemple, moi c'est typiquement ça, hein. Moi, ma formation universitaire, c'est histoire, valorisation du patrimoine, bac+5 là-dedans, spécialisé dans l'histoire du XVIe siècle, en justice seigneuriale et en droit féodal. Ça, c'est mon dada, d'historien, tu vois? Et je suis venu à l'économie après et j'ai été très agréablement surpris de voir que justement les Autrichiens, ils disaient qu'un économiste doit s'intéresser à l'histoire hein, parce que, on va dire l'économie, c'est la première, re c'est le premier domaine d'étude de l'action humaine. Le deuxième domaine d'étude, c'est, de l'action humaine, c'est l'histoire parce que c'est la somme des actions humaines passées et il faut s'y intéresser. Donc, tu as totalement raison et voilà et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs peut-être une faiblesse d'ailleurs du monde universitaire actuel, hein. C'est qu'on a trop de spécialistes qui sont très spécialisés sur des choses, des fois Oui et en même temps, c'est une tragédie, mais on peut difficilement faire autrement parce que par définition, comme les savoirs s'accumulent, bah, la somme, des savoirs à acquérir pour être juste vaguement compétent dans un domaine donné est telle que, franchement, c'est pas réaliste, à moins d'être rentier et de passer ses jours et ses nuits, à lire très vite, et très efficacement, tout le monde. C'est pas réaliste d'être un bon économiste et un bon historien, et un bon, mathématicien, par exemple, comme on pouvait l'être, au XVIe ou XVIIe siècle. mmh, bien Donc sûr, ouais, finalement, déjà, il fallait quand même, je pense, être quelqu'un de riche et assez intelligent pour vraiment bien toucher sa bille dans différents domaines. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Donc là encore, il y a un équilibre, je trouve, qui est difficile à trouver entre spécialisation et diversification et moi-même, d'ailleurs, au niveau personnel, bah, je suis toujours en train de naviguer dans cette contradiction entre, oui, il faut que je lise plus de choses sur des sujets connexes pour mieux comprendre, ouais, l'économie et mais de me dire souvent: «Mais non, mais j'ai déjà pas le temps de lire tout ce que je veux lire en économie, il faut absolument me recentrer, sinon je pars dans tous les sens» et bah, les ouais, 2 sont un peu vrais, tu vois? ouais, Je n'ai pas c'est encore trouvé de bonne réponse à ça. ouais, bah, la réponse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va être l'IA, la technologie qui va te libérer du temps pour vraiment Bah, te me c'est focus un sur tout ça. c'est un précieux allié, ouais, tout à fait. Exactement. Mmh. Donc justement, alors dernier sujet que je te lance, dernière perche que je vais te lancer dans cet épisode, bah, tu en parlais, hein, c'est Bitcoin. La monnaie, qu'est-ce que Bitcoin peut apporter, de manière comparative à l'or?
Et tu parlais d'ailleurs des Autrichiens, petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que tu as les Autrichiens qui sont très pro or, mais ça c'est le vieil héritage de Mises, le vieil héritage de Rothbard et tu en parlais très bien, ces Autrichiens qui sont vraiment Heu, indécrottable, tu en as beaucoup, avec ce fameux théorème de régression de Mises qui est une plaie. On peut en parler si tu veux, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais qui était très bien en tout cas pour expliquer l'émergence d'une monnaie marchandise, matérielle, tangible à partir d'une économie de troc. Aujourd'hui appliquée à Bitcoin, c'est autre chose et tu as une autre partie des Autrichiens, bah, forcément dans laquelle je suis, hein, étant bitcoiner, c'est celle en fait qui va se dire: «Mais en fait, les théorèmes expliquaient très bien, l'émergence justement d'une monnaie marchandise physique à partir d'une économie de troc, bah, elle aussi physique, hein, forcément, parce que du coup, on cherchait cette utilité prémonétaire de la marchandise avant qu'elle soit utilisée comme monnaie. Par contre, Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans le monde tangible, on est dans l'intangible et on est sur une émergence spontanée du marché et rien que pour ça, s'y intéresser parce qu'on dépasse le théorème de régression et on revient à l'émergence spontanée de la monnaie sur Menger. Et voilà, donc je te jette la patate chaude. Heu, comment Démerde-toi est-ce que avec toi ça. tu vois ouais, démerde-toi avec ça, Pierre. Non, mais en vrai, la question elle est assez simple, c'est comment est-ce que toi tu vois Bitcoin aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a Mmh. pu, échanger ensemble, jusqu'ici? Moi, je vois Bitcoin d'abord avec un œil extrêmement intéressé, intellectuellement parlant, quoi. C'est-à-dire moi, en fait, enfin, je suis tellement dans l'intellectuel que, tu vois, j'ai écrit pour la première fois sur Bitcoin en 2014 et j'en ai pas acheté avant 2017, avant fin 2017. Tu vois, pour te dire la connerie du mec déjà. Bon, heu, je referme la parenthèse. Moi donc voilà, ça m'intéresse parce que d'abord, c'est à la croisée entre 2 domaines qui m'intéressaient à la base, qui étaient, la monnaie, enfin donc l'économie monétaire, on va dire, et les technologies numériques. Pas pourquoi moi, comme j'ai grandi dans les années 90, avec donc, une époque où on voyait le changement se faire en direct. Voilà, j'ai eu un peu comme ça le pied entre ces 2 mondes et j'ai toujours été assez passionné par les possibilités du numérique, d'internet, ce côté, communication globale et cetera et dans Bitcoin, il y avait tout ça, quoi. C'était mondial, c'est né, ça existait sur internet, ça s'est développé sur internet, et en même temps, ça posait une question économique profonde, sur la monnaie. Donc vraiment, ça a tout pour me plaire de ce côté-là. Et puis bien sûr, il y a eu la phase aussi où je m'intéressais beaucoup, aux conséquences politiques de ça. C'est-à-dire vraiment ce projet qui me semblait avoir été, créé par, des libertariens pour des libertariens, tu vois? Et que même si c'est pas des libertariens qui l'ont créé, c'est pas grave, ils ont créé ce que les libertariens auraient rêvé de créer. Donc il y a ça qui m'a beaucoup intéressé, ce côté, révolte contre l'État, contre le système bancaire et compagnie. Mais je pense que tout a à peu près été dit là-dessus. Moi, le système monétaire actuel est tellement pourri que même si j'ai toujours un peu peur des conséquences d'un effondrement, d'un ordre établi, je peux quand même que me réjouir justement d'une sorte de grande redistribution de la richesse, via Bitcoin, quoi et je me dis, bah, justement, tu disais tout à l'heure, la richesse, ne ne disparaît pas, elle circule. Bah, tu vois, je me dis même si la répartition des bitcoins au départ est très inégale, heu, par un mécanisme normal, ça va de toute façon affluer petit à petit vers les plus productifs. Donc, voilà, c'est juste tant mieux pour ceux qui en avaient, au départ. Mais, donc voilà, il y a cet aspect-là politique qui m'a occupé pendant longtemps et puis maintenant, en fait, je suis dans une phase où je sors un petit peu de mon admiration béate de Bitcoin comme étant un système, monétaire parfait et je me dis: «Tiens, mais quand même, quelles sont les failles, quoi?» Est-ce que, hem, déjà, est-ce qu'il n'y a pas quand même des limites, heu, des limites techniques qu'on refuse de voir? C'est-à-dire, en fait, une fragilité, par exemple, via, bah, les failles qu'il peut avoir dans le code. Je sais pas, moi, je me dis toujours le bug inflationniste qu'on a évité de peu, je crois que c'était en 2021 ou un truc comme ça, qui a été découvert en plus par un développeur de Bcash, qui avait eu la gentillesse, de nous prévenir plutôt que de l'exploiter. Je me dis: «Bon, un truc comme ça, est-ce que c'est pas quand même déjà une leçon de modestie par rapport à un système, peut-être un peu lourd, comme l'or, mais bon, qui au moins est peut-être plus difficile à truander comme ça, dans les grandes largeurs et très soudainement?» Donc il y a cette question de limites techniques et puis moi, c'est la question de la politique monétaire, quoi. C'est que très vite, ce qui m'a perturbé, c'est de me dire: «D'accord, mais alors cette histoire de» je comprends bien que c'est assez sain qu'il y ait une masse monétaire qui soit, heu, en tout cas désinflationniste. Elle est pas déflationniste, elle est déflationniste enfin les prix sont déflationnistes dans une économie purement bitcoinisée
parce qu'on suppose que la croissance va augmenter plus vite que la masse de bitcoins créés. Mais quand même, on crée des bitcoins, c'est juste qu'on en crée à un rythme, décroissant et selon une courbe asymptomatique, voilà, qui fait que globalement ça deviendra négligeable et même inexistant, à partir d'une certaine date. Mais mais pourquoi ce rythme-là et pas un autre? Qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne, politique monétaire? Tu vois? Et c'est là où je me dis: «Ben, tiens, est-ce que» enfin, mais je sais pas, même dans un système basé sur l'or, par exemple, justement, j'essaie d'être sensible à l'argument, oui, le problème du système, de pur étalon or, c'est que, on peut avoir une pénurie, de monnaie, dans une économie. Moi, j'achète pas trop cet argument parce que je me dis toujours justement, bah, l'ajustement se fait pas par les prix, par les substituts monétaires, le crédit et cetera. Donc au final, quel que soit, même si avec un gramme d'or à la base, bah, si tu gages toute l'économie là-dessus, ça peut tenir. Mais, mais bon, je me dis quand même, voilà, est-ce qu'il ne faut pas se poser un peu plus sérieusement la question, de la «politique monétaire» entre guillemets de Bitcoin? Ah, est-ce que, Ouais, tu vois? ouais, Bah, qu'est-ce qui nous dit bien que c'est la sûr. bonne politique monétaire, au départ? Bah, Surtout pe que surtout qu'il y a pas d'après ce que je comprends, j'ai pas l'impression et bah, ça, il faudrait que notre ami Ludovic Lars nous dise, ce qu'en écrivait Satoshi, mais il me semble justement qu'il y a pas de justification très claire sur ce choix, par exemple du halving, tous les 4 ans. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait pas progressivement? Pourquoi est-ce qu'on fait brutalement un halving tous les 4 ans? Bah, tu vois, il y a des tas de trucs comme ça qui me laissent un peu songeur et où je me dis, bon, voilà, est-ce qu'on ouais, est-ce qu'on ouais, vénère pas un truc, qui nous est tombé comme ça du ciel, bah, peut-être pas tout cuit, hein, ça a été raffiné, mais globalement un truc qui nous a été, voilà, révélé, le cadeau de Satoshi et est-ce qu'il faut pas quand même sérieusement se demander, sans a priori si c'est bien créé comme ça, quoi? c'est une ah waouh, beaucoup de choses à dire. Faudrait que limite qu'on se fasse un épisode, tous les 3 avec Ludovic, là, justement pour qu'on parle de ça. Mais alors, sur tout ce que tu viens de dire, comment est-ce que moi je pourrais répondre par rapport à ça? Alors les halvings, ils ont pas lieu tous les 4 ans, ils ont lieu tous les 210 000 blocs, ce qui est assez différent en Oui, fait dans le protocole. oui, mais enfin, en pratique, comme la difficulté est faite pour qu'un bloc se fasse en moyenne toutes les 10 minutes, globalement, ça fait un Oui, halving tous les 4 oui, ans, on est d'accord? mais là où c'est important, c'est que justement ça revient aussi à l'offre globale, de bitcoin qui est fixée à 21 000 000 et en fait, tu retrouves comme ça cette, et Ludovic en parlerait beaucoup mieux que moi, mais d'un point de vue purement, de du dans le code de bitcoin justement ces 210 000, ces 21 millions en fait, c'est ce qui va en fait rythmer la vie de bitcoin et l'un des arguments principaux de Satoshi justement sur ces halvings avec cette division par 2 de, bah, justement de la récompense du bitcoin par résolution d'un bloc, c'était en fait qu'au début la récompense elle était très, très importante. On était sur 50 bitcoins, de récompense par bloc miné. Tout simplement, c'était pour lancer le réseau le plus rapidement possible pour que celui-ci soit, le plus renforcé par la puissance de calcul. Donc c'est vrai que les premières années en fait, du réseau, l'essentiel d'ailleurs de l'offre de bitcoin, elle est aujourd'hui totalement minée, hein. Là, on est sur Oui, 21 bien 000 000 de sûr, bitcoin, on est mmh. sur 19 millions, plus de 19 millions qui sont minés, mais parce qu'en fait, il y avait et je pense que Satoshi avait bien compris justement les effets incitatifs qui drivent les individus et il avait bien compris que pour lancer bitcoin, pour justement lui faire prendre de l'ampleur rapidement, il fallait fortement attirer les gens dès le début à miner via la très, très haute récompense. Parce que s'il avait fait, comme aujourd'hui, donc trois bitcoins par bloc dès le début, en fait, sur une offre globale de 21 millions, il y aurait aucune incitation pour les individus, en fait, de miner. Ouais, je suis d'accord, mais qu'est-ce Donc qui nous fait dire que l'incitation ne baisse pas trop vite à ce moment-là ou trop lentement? Enfin, tu vois? ah bah, c'est un pari, en fait et ce qui est intéressant, c'est que le pari, bah, il était plutôt bien senti, quoi. Donc bon, après, ouais, il y a plusieurs choses. Après alors par contre, une autre chose que tu dis, c'est sur l'émission, donc ce qu'on va appeler l'offre contrôlée de Bitcoin, hein, donc on est sur une supply enfin une offre qui est capée à 21 000 000 avec justement ces bitcoins qui sont minés toutes les 10 minutes avec ces halvings tous les 4 ans ou 210 000 blocs. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, le dernier bitcoin entier, hein, l'unité monétaire entière, le dernier bitcoin à lui seul, il prendra 35 ans à être miné. Donc ça, c'est un pari de malade mental aussi, un peu sur l'avenir du protocole, sur la spéculation que Bitcoin sera toujours demandé et très fortement demandé à l'avenir, hein, si le dernier Bitcoin à lui seul prend 35 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand tu vas arriver à la fin du minage, donc qui est aux alentours de 2140, je crois. 2140, il n'y aura plus de bitcoin à être miné, donc ça va porter la question va aussi porter sur le minage en lui-même. Est-ce que
Est-ce que les frais de transaction à eux seuls suffiront à faire tourner l'industrie du minage? Donc ça encore, ça c'est un exercice de pensée, dans lequel on va pas s'engager là maintenant parce que c'est très, très dense. Mais moi, une chose, que j'ai envie explorer avec toi, c'est justement, cette limite des 21 millions de bitcoins. Oui, moi, c'est la question de l'offre Et monétaire ouais, vraiment exactement, qui la question de m'intéresse, l'offre ouais. monétaire, c'est vraiment la question qui est vraiment intéressante ici parce que moi, le contre-argument que je pourrais te poser, en fait, c'est que en fait, l'offre n'a pas tellement d'importance, hein, à partir du moment où l'unité monétaire est suffisamment divisible. Parce qu'un Oui, bitcoin, mais c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est ça, ouais, en fait, c'est c'est 100 que millions finalement, de peu importe l'offre, parce qu'il y a toujours il y a cette espèce de poumon de respiration, qui est justement, constitué par les substituts, monétaires et donc, dans un système d'étalons or, ça va être, justement, bah, quoi, ça peut être des crédits qui sont gagés sur de la monnaie qui elle-même est gagée sur l'or et dans Bitcoin, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois? Enfin, il me semble que la seule limite au substitut monétaire qu'on peut créer, c'est notre créativité. Mais simplement, c'est important, je trouve, qu'il y ait une limite quand même dans ce qui est vraiment le plus incontestable, comme étalon, on va dire, pour que justement, quand il y a des gens qui créent des substituts monétaires à tort et à travers, que ça puisse, bah, que ça puisse s'effondrer là où ça doit s'effondrer et qu'on puisse toujours, retomber, sur quelque chose qui fait consensus quoi, qui est un juge de paix, tu vois? Mais ce en fait, mon point là-dessus, c'est là où justement je suis toujours intéressé de parler avec des Autrichiens, là-dessus. C'est que, j'ai l'impression que, eux sont un peu gênés par le fait que, qu'on puisse, considérer que des substituts monétaires, peuvent avoir, la moindre valeur quoi, en quelque sorte, tu vois? ouais, Qu'on ouais, puisse, alors moi, c'est j en fait, moi là où ça m'a fait réfléchir Bitcoin et particulièrement dans ce que j'ai vu là depuis 2 3 ans, bah, c'est justement je me suis dit: «Tiens, là où je pensais avant qu'une offre, monétaire vraiment rigide, c'était bien», je me rends compte que ce qui compte c'est pas tellement, enfin que finalement quel que soit ce qu'on décide nous comme étant l'offre monétaire, c'est le marché qui finira par la définir. Tu vois? totalement, ouais. C'est l'offre et la Je demande pense pour que la c'est ce que monnaie, tu ouais. penses aussi, Ah totalement, bah, de toute façon, la monnaie, ça reste un bien sur le marché qui est demandé, comme les autres biens et forcément, c'est ça aussi qui va aussi fixer le prix de la monnaie. Mais ce qui est intéressant, c'est que et moi, ça, c'est aussi pour ça que je parlais de du cap à 21 millions de bitcoins, mais aussi de la divisibilité parce que quand dans un bitcoin, tu as 100 millions de satoshi, c'est extrêmement important parce que contrairement à l'or, il faut juste rappeler une chose, c'est que l'or n'a jamais circulé dans l'économie en tant que tel. Il est toujours passé, comme tu l'as dit, par des substituts monétaires parce que le problème de l'or, c'est qu'il a un pouvoir d'achat par poids qui est trop important. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir acheter Bah, ton quand tu dis: «Il a jamais circulé», enfin, pour bah, toi qui t'intéresse au temps ancien, à l'époque, il y avait quand même des pièces d'or, alors peut-être pas de l'or pur, oui, mais oui, enfin quand même quoi, mais le problème, c'est que toi, tu payes pas ton café avec de l'or, toi, avec des paillettes d'or. oui, Tu peux mais non, tu non, mais bien sûr, mais je veux dire, il y a encore 2 ou 3 siècles de ça, ce qui est pas énorme à l'échelle, de l'histoire humaine, même si je prends que la partie, civilisation, on va dire, je pouvais finalement payer avec des pièces, d'or ou de métaux précieux, hein, voilà, si tu veux, bah, oui, des choses du quotidien, quoi, il me semble, non? ouais, oui, oui, bien sûr. Alors, moi, je suis quand même assez mitigé quand même là-dessus parce que l'or, même quand tu parles d'autres métaux précieux, donc par exemple, les systèmes le bimétallisme en fait, où Mmh. l'or avait besoin de l'argent pour vraiment, satisfaire les petites transactions et tout. En fait, quand tu creuses, tu vois qu'il y a quand même eu beaucoup de substituts monétaires, que ce qu'ils soient papier ou métallique. Tu as quand même eu en fait cette problématique du transport, de la sécurisation de l'or, donc de la centralisation des réserves. Ça, Mais bien sûr, c'est ça quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'or et justement Bitcoin, grâce à la divisibilité des bitcoins et grâce justement aussi aux solutions qui vont venir se construire sur la layer one de Bitcoin, je pense par exemple à Liquid ou Lightning, tu as en fait, on peut jouer sur cette très, très forte divisibilité du Bitcoin pour justement ne pas retomber dans les défauts de l'or qui, bah, ont mené à sa centralisation, pardon, et ont mené aussi à la manipulation de ces substituts monétaires par rapport aux réserves réelles qui étaient détenues par les banques. Et ça, je pense que la divisibilité, on n'en parle pas tellement dans Bitcoin, mais alors qu'elle est essentielle parce que c'est ce qui pour moi, c'est l'un des meilleurs arguments contre l'or, tu vois? Parce que ça rend véritablement Bitcoin, circulant dans l'économie, ce que l'or n'a pas réussi à faire et ça empêche Bitcoin de devoir passer par la centralisation et par des substituts
pour vraiment être circulant quoi et utilisé. C'est vrai, mais regarde, tu parles déjà de Layer 1, enfin de Layer 2 en l'occurrence, si tu parles par Mmh. exemple du Lightning Network. Si j'ai bien compris, le Lightning Network, j'y arriverai, c'est toujours du bit enfin, ce sont toujours des satoshis qui circulent, Ouais, mais ils circulent sur une seconde couche. Donc ça ouais. veut dire quand même que, comment dire? La balance des canaux, repose toujours sur le fait qu'il y a des, comment dire? Il y a des transactions, sur la blockchain, qui garantissent, la balance des différents canaux. Donc on est déjà sur une petite couche d'abstraction, je dirais pas de titrisation, mais il y a déjà un peu d'abstraction quand même par rapport au truc de base quoi, vraiment les talons, la matière première, qui est le bitcoin. Hem, déjà tu vois, c'est pas uniquement la divisibilité du bitcoin en soi qui résout le problème, c'est aussi le fait de mettre des surcouches. Il me semble que même si le bitcoin d'ailleurs était moins divisible, je sais pas, même s'il était pas divisible, bah, on aurait pu, créer, une autre monnaie qu'on appelle autrement, et qui serait gagée sur bitcoin, mais qui elle serait suffisamment divisible pour, remplir la fonction que font les satoshi, aujourd'hui, tu vois? Ouais, alors ouais, avec la différence de, tu peux, il y a j'ai envie de dire, tu as certains altcoins qui font ça, qui vont dire justement on représente des tokens, des jetons qui sont indexés sur du bitcoin, sur de l'or et cetera, mais c'en est pas véritablement parce que c'est pas directement construit sur la main chain. Toi, par exemple, sur le Lightning, ce qui est intéressant avec Lightning, c'est que et d'ailleurs sur tous les layer 2 que tu vas construire sur Bitcoin, c'est que ça va capitaliser sur le layer, sur le premier layer. C'est-à-dire que tu vas capitaliser sur le hash rate qui est déjà disponible, sur toute l'infrastructure qui est déjà disponible sur la main chain. Donc en fait, tu viens construire sur quelque chose qui est déjà extrêmement solide. Alors que si tu vas créer ton altcoin qui sera indexé sur du Bitcoin, en fait, tu vas créer quelque chose encore à côté et Oui, là qui contrôle le code du altcoin, c'est exactement, ça. Oui, ouais. c'est pour ça que c'est vrai qu'il peut y avoir qu'un seul bitcoin et qu'on pourrait pas en réinventer un Ah aujourd'hui. bah, Justement, c'est totalement, ouais. Mmh. c'est quelque chose c'est que moi, je fais le parallèle avec internet et je suis pas du tout le seul à le faire, bien sûr. Mais effectivement, c'est de la même manière que si aujourd'hui, si on devait réinventer internet en comprenant toutes les conséquences, toute l'importance que ça allait avoir, je pense pas que la Russie accepterait de faire partie du même internet que les États-Unis et que les États-Unis auraient pas lâché la bride, sur les noms de domaine et sur les trucs qu'ils contrôlaient auparavant. C'est un peu pareil pour Bitcoin effectivement, ouais, je suis d'accord, c'est un peu l'objection à ce que je disais, c'est que, la vraie décentralisation, enfin, ce qu'on peut achever en tout cas accomplir comme décentralisation, il y a que dans Bitcoin qu'on l'a. Donc oui, c'est important, oui, c'est vrai que c'est bien quand même que ce soit divisible, en Ouais. suffisamment petites unités à la base. Ouais. Ouais, parce que du coup et là, je pense qu'on va clôturer là-dessus et l'un des grands avantages de la divisibilité du bitcoin, c'est qu'en effet, ça t'ouvre l'opportunité d'un monde déflationniste, où les gains de productivité se reflètent naturellement sur l'appréciation du prix de la monnaie et et justement, tu peux le faire que si ton unité monétaire est suffisamment divisible pour, en fait, continuer à satisfaire les plus petits achats. Oui, Heu, exprimer les prix dans quelque chose qui est encore, exactement, ouais. ouais, je comprends, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On en parle un peu et c'est un truc un peu technique, hein, quand tu parles de désinflation, de gain de productivité, d'appréciation du prix de la monnaie, c'est pas forcément tous les bitcoiners en parlent pas forcément, mais c'est aussi un avantage un peu caché de la divisibilité, quoi. C'est que au delà de rendre, Bitcoin circulable dans l'économie, ça rend aussi, Bitcoin totalement, praticable, en fait, dans un monde déflationniste et avec la possibilité, si jamais, par exemple, un jour, tu arrives à ce que la dernière décimale du bitcoin ait un pouvoir d'achat trop fort, donc un satoshi ait un pouvoir d'achat trop fort pour qu'il même ça ne puisse pas te permettre d'acheter un café en terrasse et bah, du coup, via un consensus dans le protocole, on pourrait décider de justement diviser encore plus un bitcoin. Donc passer par exemple d'un Oui, bi du moment que ça se fait dans le protocole, lui-même, exactement, ouais. qui est commun à tout le monde, quoi, ouais. Et là, Mmh. ce qui est intéressant, c'est que justement, si tu décides de diviser encore plus un bitcoin, là, ça va pas venir parce que beaucoup de personnes vont dire: «Oui, mais ça si tu dilues un bitcoin, bah, du coup, tout le monde est pénalisé». Mais en fait, non, parce que comment dire? La division de l'unité monétaire n'est pas la même chose que l'inflation de la masse monétaire. Bien sûr, bah, Et oui. ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça parce que ça crée une sorte de alors je sais pas pourquoi, mais chez certaines personnes, ça ils ont un petit peu au cerveau quand ils se posent cette question-là, c'est la fameuse question de la pizza, c'est que tu coupes et tout, quoi. C'est-à-dire si tu coupes une pizza en 12 ou en 4, tu as toujours une même pizza, en fait.
et certains Ouais, pensent mais qu'ils ont mais moins. les enfants sont plus heureux, ils ont l'impression d'en avoir plus si tu leur donnes, Exactement, ouais. 6 parts que Ouais, c'est 4, marrant ouais, ça, ouais. voilà. C'est ça. Et c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, en fait, comme ça on pourra finir là-dessus. C'est que, cette histoire d'offre monétaire, je pense que toi et moi, on peut avoir des discussions où on se comprend parce qu'on a le bagage, un peu économique, d'économie autrichienne et un peu de connaissance de Bitcoin. Il y a énormément de bitcoiners, j'ai l'impression, qui surinterprètent un peu le côté, heu, comment dire? Limite de l'offre monétaire. En fait, ils croient que vraiment ce qui fait la valeur de Bitcoin, c'est qu'on peut pas en avoir plus de 21 millions. Et en réalité, c'est pas aussi simple, Non, c'est pas non, aussi simple que ça, quoi. Voilà, c'est totalement, ouais. Parce que c'est l'offre et la demande, hein, qui déterminent la valeur de au final, hein, quoi qu'il arrive toujours, hein, c'est toujours la va et si tu as pas de demande pour Bitcoin, tu en as beau avoir 2 bitcoins ou 21 millions, bah, ça va rien valoir, hein. Ça c'est clair, ouais, et puis totalement. que tu peux pas non plus, empêcher les gens de faire des substituts monétaires. C'est ça aussi, j'ai l'impression que ça rend fou un petit peu, certains bitcoiners assez puristes, justement, de voir que, on peut créer des trucs un peu discutables, qui, disent être gagés, sur Bitcoin et qui de fait parfois le sont. Mais ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est vraiment se battre, contre les moulins à vent, quoi, Ah bah, ça oui, de de toute de façon, ouais, de vouloir empêcher ça. Donc, en fait, je pense qu'on n'empêchera pas le marché de marcher. exactement, ouais. Et donc il fera des substituts et moi, là où je trouve que c'est positif par rapport au système actuel, c'est que justement, chacun les fait dans son coin et en assumant les risques. Hem et on a plus de pouvoir, comment dire? On a plus voix au chapitre sur, à propos de ce qu'on fait du collatéral principal, quoi, du gage principal, à savoir l'offre de Bitcoin elle-même. Voilà, on peut en détenir directement, ce qui est beaucoup moins le cas avec l'or et en même temps, on a une meilleure visibilité là-dessus. Donc je pense qu'il y aura une sorte de meilleur backstop, si tu veux, en cas de crise qui est inévitable. Il y a toujours des bulles de surinvestissement, des trucs comme ça, mais il me semble que voilà, il y a un mécanisme de backstop qui est plus intéressant là-dessus. Voilà. Après, tu vois, sur Bitcoin, on retombera un peu sur les mêmes problèmes, qu'on avait avec l'or, hein. On regarde les gens qui se font, kidnapper, couper un doigt, pour leur prendre le Bitcoin, tu vois? C'est là un peu aussi la limite pour moi de ce que peut la technique, là-dessus. C'est que, tu retomberas toujours sur de la surface d'attaque, Ah sociale, ça, ouais. qui se passe dans le monde réel. Donc finalement, on va dire qu'une partie des avantages qu'on croit avoir créés avec Bitcoin, sera peut-être moins importante que ce qu'on pense. C'est déjà un progrès par rapport à l'or. Voilà et j'enterrerai pas l'or trop vite parce qu'on manque de recul aussi sur Bitcoin. Voilà, là encore, mon côté féru d'histoire me dit: Prenons quand même, enfin, soyons prudents, dès qu'on s'enthousiasme sur un truc». Je souhaite que Bitcoin réussisse, enfin, vraiment, je le souhaite de tout mon cœur, mais franchement, quand j'ai un peu d'argent à placer, j'en place un peu en Bitcoin, un peu en or aussi, ou allez, un peu en actions aussi. Enfin voilà, tu vois? Je vais pas non plus, croire que Bitcoin va être mieux que tout le reste parce que, quand même, faut pas enterrer trop vite un système qui a fonctionné plus ou moins bien, mais enfin, en tout cas, qui bénéficie d'une reconnaissance depuis, des millénaires. Totalement, totalement, totalement. Bah, écoute Pierre, je pense qu'on va pouvoir Oui, arrêter voire ce plus, terminer si tu ce veux. On a déjà bien digressé. ouais, ouais, non, Tu puis vois que après c'est pas facile de me cadrer, hein, quand ah je non, quand non, je vais mais quand je bah, réponds, sur un podcast. c'était une discussion passionnante, donc c'est moi, c'est un plaisir de laisser parler les invités comme ça, comme toi, qui sont très intéressants et j'ai juste à Bah, avec écouter plaisir. et à poser les questions et non, puis en fait, la leçon de finale, hein, c'est tout simplement, bah, que le marché décidera lui-même, quoi, voilà et Ouais. s'il y a des problématiques, le marché, les proposera, quoi. Enfin, trouvera des solutions, en tout cas. En tout cas, Pierre, avant qu'on termine l'épisode, une petite dernière question quand même que je vais te poser, c'est où est-ce que les, personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur, Bah, alors, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais d'abord quand même je relaye les quelques trucs que je publie. En ce moment, je suis un peu moins actif aussi parce que j'ai des enfants en bas âge, tout bêtement. Donc voilà, c'est une petite pause temporaire en quelque sorte, mais que les gens hésitent pas à s'abonner à mon compte, X, ou me demandent en contact sur LinkedIn. C'est les 2 principaux endroits, on va dire, où je suis actif. Un peu aussi sur Facebook, mais c'est plus un compte perso. OK, Parce que dans tous les cas, dès que je vais avoir des nouveautés à publier,
Là, je réfléchis aussi un peu à me remettre dans la création de contenu, un petit peu comme tu fais. Enfin, bon, voilà, j'ai des tas de projets comme ça en cours. Je sais pas encore lesquels vont se concrétiser, mais en tout cas, si vous me suivez sur X, et ou sur, LinkedIn, normalement, vous devriez pouvoir me suivre, enfin suivre ce que je publierai par la suite, sans problème. OK, super. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens en description de l'épisode de podcast et de la vidéo sur YouTube, hein, comme ça vous pourrez retrouver Pierre, assez facilement. Et puis, bah, voilà, encore une dernière fois, Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cette superbe discussion, Bah, géniale. merci à toi, Rich, toujours, très, très stimulant. Ah bah, super. Bah, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et puis, bah, je te dis à une prochaine, peut-être. À bientôt. Salut.